Donc, bonsoir à toutes et à tous. On va finir ce cycle effectivement s'intéressant au management. Donc, ce que j'entends par management, c'est plutôt l'encadrement de proximité, hein, c'est-à-dire les responsables d'équipe, les contremaîtres, les managers dans les services tertiaires. On va essayer de voir à la fois en quoi ils sont concernés par toutes ces questions qu'on a évoquées depuis le début, de souffrance au travail, de stress, etc. Mais aussi réfléchir à comment ils peuvent intervenir dans la manière d'encadrer leur équipe, de manager justement leur équipe, pour limiter ces situations de souffrance ou de stress. Donc je vais vous dérouler un petit peu le programme suivant. On va déjà situer un petit peu le pourquoi de cette question. On va faire un détour aussi par ce qu'on appelle les collectifs de travail, c'est le fait que quand on travaille, c'est très rare qu'on ne travaille pas avec d'autres personnes ou en rapport avec d'autres personnes. Sur le regard des autres, on l'avait évoqué dans les séances précédentes. Et de plus en plus en psychologie, on s'intéresse aux collectifs de travail. Au fait que dans une équipe, il y ait des possibilités de travailler ensemble, de construire ensemble des solutions aux problèmes rencontrés dans le travail, de se soutenir aussi les uns les autres, de faciliter un petit peu la reconnaissance aussi du métier, de la profession de chacun par les autres. Et le détour par le collectif de travail nous montrera un peu qu'il y a un certain nombre de rôles que doit mettre en place le manager pour que ces collectifs fonctionnent bien. C'est un petit peu ça l'idée, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient un rôle essentiel par rapport à la santé psychologique des gens. Donc, le rôle qu'ils ont en particulier à développer, c'est de faciliter la création de discussions, de temps de discussion, d'espaces de discussion sur le travail, pour pouvoir construire des solutions face aux difficultés rencontrées dans le travail. Donc, ça redéfinit un petit peu ce qu'on peut attendre d'un encadrement, d'un management, en rapport avec le bon fonctionnement de ces collectifs de travail et la possibilité d'échanger, de discuter sur le travail. Donc, je vais détailler un petit peu tout ça. On sait qu'il y a un certain nombre de facteurs assez importants qui sont favorables à la santé mentale au travail, ou qui limitent un petit peu les situations de stress. Par exemple, le fait d'avoir de l'autonomie dans son travail, de pouvoir prendre un certain nombre de décisions sur la manière de faire son travail, de planifier un peu ses activités, ses tâches, etc. Donc de ne pas être évidemment que contraint dans sa situation de travail. On sait que les travailleurs aussi sont attentifs à la reconnaissance qu'ils peuvent obtenir par rapport à l'effort, à l'engagement qu'ils ont dans leur travail. Cette reconnaissance va souvent donner du sens au fait de passer du temps, de l'énergie dans son travail. On sait aussi que le fait d'avoir le sentiment d'être respecté, le respect, c'est en fait être considéré par les autres comme une personne humaine qui a sa place dans la société, dans l'organisation, donc on écoute, donc on prend en compte la vie, qui n'est pas seulement, j'allais dire, un bras, par exemple, si c'est un ouvrier, quelqu'un qui a quelques connaissances ou savoir-faire, si c'est un employé, mais qui est respecté aussi comme une personne, pas seulement comme un travailleur, mais aussi comme une personne. La justice, c'est-à-dire le sentiment d'être traité équitablement par rapport à ses rémunérations, par exemple, par rapport aux tâches qui sont confiées, avoir le sentiment qu'on n'est pas désavantagé par rapport à un collègue, par exemple, du même service ou d'un autre service. C'est un élément important là aussi de santé mentale. La charge de travail, bien sûr, mais vous voyez que c'est un élément parmi d'autres. Ça, c'est aussi ce que les travaux de recherche montrent, c'est que une charge de travail très élevée peut être acceptable si elle vous amène une reconnaissance, une récompense, un retour positif, ou si vous avez l'espoir, par exemple, d'avoir une promotion, etc. Donc à ce moment, cette charge de travail est très élevée. Bien sûr, on va vous fatiguer, etc. Mais vous ne serez pas dans une situation de souffrance ou de stress, parce que cette charge a du sens. Elle vaut le coup, si vous voulez. Si vous avez une charge de travail très élevée, mais qu'en retour, il n'y a pas grand-chose, pas de reconnaissance, ou pas de retour financier, par exemple, pas de promotion, etc. Je ne sais pas si vous voyez, mais la charge de travail, évidemment, va perdre du sens. On va finir par se poser la question, mais pourquoi je fais tout ça? Je
fais ça sous la contrainte pour garder mon emploi, etc. Mais ça ne m'apporte pas de reconnaissance. Donc la charge de travail, évidemment, elle doit être quand même équilibrée et raisonnable par rapport aux capacités des personnes. Pouvoir donner du sens à ce travail aussi, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai souvent rencontré des ouvriers qui ne savaient pas à quoi servait ce qu'ils faisaient. Ils réalisent tous les jours un certain nombre de pièces, par exemple, mais ils n'ont jamais vu la machine dans son entier, l'ensemble du processus. Donc même ces choses-là, ça veut dire que bon, on ne sait pas trop à quoi sert ce qu'on fait, si on le fait bien ou si on le fait mal, à quoi il faut faire attention dans ce qu'on fait, pour que ça marche bien, au bout du compte, quand l'appareil sera terminé, etc. Le soutien social, c'est important. On avait vu l'autre fois, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là, que c'était un facteur un petit peu modérateur des situations de stress. Le fait de ne pas avoir de soutien social ne déclenche pas de stress. Par contre, quand on est stressé, pouvoir s'appuyer sur les autres, pouvoir exprimer un petit peu ses difficultés, pouvoir trouver de l'aide aussi technique pour résoudre les problèmes, va diminuer aussi le stress. Et puis, les besoins fondamentaux aussi que les êtres humains ont, c'est de pouvoir se développer, c'est-à-dire d'apprendre, développer de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités, etc. Donc tous les emplois qui favorisent le développement des compétences sont plutôt favorables à la santé mentale des travailleurs. Alors, quand on regarde ces différents facteurs clés de la santé mentale, c'est ce qui est plutôt favorable pour faire un travail où on se reconnaît, qui a du sens, qui permet de construire une identité positive. Et en fait, tous ces facteurs sont plus ou moins liés au manager. Qui est-ce qui va vous apporter de la reconnaissance au quotidien, c'est souvent votre hiérarchie immédiate. Qui vous dit, oui, c'est bien, tu as bossé, c'est bon, etc. Qui ne vous dit pas. Qui peut vous apporter du soutien en termes d'information, de solutions techniques, c'est aussi votre manager. Pas seulement, il y a les collègues, bien sûr, mais le manager peut être concerné. Qui définit votre charge de travail, c'est souvent aussi le manager qui va vous en donner plus, moins, trop, etc. Qui vous laisse un peu gérer votre activité comme vous le souhaitez, ou au contraire vous surveille, vous contrôle, vérifie dans le détail tout ce que vous faites, vérifie toutes vos activités, donc vous empêche d'être autonome dans votre travail, c'est aussi le manager. Qu'est-ce qui vous montre, qu'est-ce qui peut vous montrer du respect, vous considérez pas seulement comme un travailleur, mais aussi comme une personne humaine, c'est aussi le manager. Qu'est-ce qui est juste ou pas juste quand il distribue, je sais pas, les primes de fin d'année, etc. S'il a ces possibilités-là, c'est aussi votre manager. Donc quand on regarde un petit peu tous ces facteurs qui sont plutôt favorables à la santé psychique, à la santé mentale au travail, on voit que les managers, et souvent les managers immédiats, qu'on appelle les proximités, son chef, ont souvent un rôle très important sur ces différents facteurs. Alors attention à tout ce que je vais dire, il ne faut pas faire porter non plus une charge trop importante aux managers, on les rend coupables de tous les maux dont souffrent les personnes, parce que les managers de proximité, ils sont aussi sous la responsabilité d'un manager d'un échelon supérieur. Donc il y a beaucoup de situations où effectivement les contraintes, par exemple, qu'on leur impose, ils vont être obligés, en fait, de les donner, de les imposer aussi aux membres de leur équipe. Donc on va plutôt s'intéresser au rôle et aux marges de manœuvre possibles dans le management des équipes, mais sans les culpabiliser ou sans leur donner aussi une charge trop importante, parce qu'effectivement c'est déjà assez compliqué souvent d'être manager de proximité avec les contraintes qui viennent du haut, les plaintes qui viennent du bas, on dit souvent qu'ils sont entre le marteau et l'enclume, donc c'est pas forcément un rôle très facile aussi à jouer. Alors, ce que j'appelle manager, c'est une personne qui encadre une équipe de travailleurs, ces travailleurs pouvant être eux-mêmes des managers. C'est-à-dire qu'on peut raisonner par rapport à toute la hiérarchie. La question qui va se poser, c'est que dans les situations de travail, on a besoin de réguler l'activité. C'est-à-dire face à des demandes, des difficultés ou des problèmes techniques, par exemple, il faut trouver des solutions, des règles pour faire face à ces situations. Donc la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'ils sont extérieurs à cette activité d'équipe pour arriver à faire face
à la réalité du travail, ou est-ce qu'ils font partie, d'une certaine façon, de l'équipe? Et donc ils participent aussi à la régulation un petit peu des activités. Alors on verra que c'est évidemment une position un peu intermédiaire, parce que il vaut quand même mieux que les managers connaissent un peu le travail, puissent intervenir aussi sur le travail, dans l'idéal puissent donner aussi des informations, peut-être même former par exemple certaines personnes de l'équipe. Et puis en même temps, il faut qu'il soit capable, il n'est pas complètement dans l'équipe non plus, il faut qu'il soit capable aussi de transmettre, de défendre son équipe au niveau du reste de l'organisation, par exemple pour demander des moyens supplémentaires, pour que son équipe soit aussi plus à l'aise. Donc il a une position effectivement un petit peu difficile parce qu'il contribue à la régulation de l'activité de l'équipe, tout en étant un peu dans une position extérieure où il doit défendre aussi et réguler un peu les choses avec ses propres collègues, managers, pour que les choses se passent bien. Donc au cœur de la régulation de l'équipe, est-ce qu'il doit perdre le lien avec sa propre hiérarchie? Évidemment, ce n'est pas conseillé. C'est pour ça que c'est une situation, une position qui est forcément difficile. Bon, est-ce qu'il va défendre à tout prix les gens de son équipe et à tout prix de son équipe? Il faut aussi qu'il rende compte des contraintes de ce que le reste de l'organisation demande. Donc c'est une sorte de régulateur entre les contraintes qui viennent du haut, si on peut dire, de la hiérarchie, et l'activité de régulation quotidienne des gens au sein de l'équipe. Alors, tout ça montre effectivement l'importance de l'équipe de travail, du collectif de travail, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que l'équipe de travail favorise la santé des individus qui composent l'équipe, pour clarifier un petit peu qu'est-ce que peut apporter le manager au fonctionnement de cette équipe. Donc, on appelle ça le rôle clé du collectif de travail. Alors, quelques définitions, je vous l'avais dit une autre fois, les universitaires, on ne va pas s'empêcher de redéfinir les mots, mais c'est encore plus le cas en psychologie, puisque la plupart des mots qu'on utilise sont des mots du langage courant. Je ne sais pas si vous avez en médecine, en physique, il y a un vocabulaire qui n'a pas le vocabulaire de tous les jours. Donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin de repréciser un petit peu les choses. Dans l'activité collective, dans les organisations, on a des phénomènes de groupe. Donc en psycho, on a beaucoup travaillé sur les groupes, les interactions entre les personnes. On sait que par exemple, il suffit de laisser vivre, travailler ou faire quelque chose ensemble à plusieurs pour que petit à petit se créent des normes. Ce qu'on appelle des normes, c'est des choses qui vont cadrer les comportements des individus. Petit à petit se différencient des rôles. Il y aura un leader qui émerge, quelqu'un qui aura tel rôle dans le groupe, etc. C'est-à-dire que spontanément, tous les groupes humains ont tendance à se structurer, à s'organiser, à définir des normes de comportement et à imposer aussi aux individus ces normes de comportement. À tel point que quelqu'un qui intègre un groupe en appliquant d'autres normes, en se comportant différemment, peut se trouver en difficulté avec ce groupe, voire exclu de ce groupe. Donc il y a la dimension groupale qui est présente évidemment dans toutes les équipes de travail, avec des phénomènes qu'on peut observer aussi bien dans une équipe de foot, une équipe d'élèves, de lycéens, etc. L'idée de réseau est de plus en plus présente aussi. Les réseaux sociaux au sens strict, les réseaux entre personnes, je ne parle pas de Facebook, etc., est un élément important parce qu'on a de plus en plus d'organisations qui fonctionnent à partir de projets de mobilisation ponctuelle pour un temps donné, de compétences comme ça qu'on va mettre en commun, qu'on va essayer de faire coopérer pour résoudre, pour avancer sur ce projet. Donc, le terme de réseau est une forme un peu structurée, on va dire, de relation où on réunit les compétences en fonction des circonstances, en fonction des projets, pour un but précis. Quand on parle d'équipe de travail, il y a l'idée bien sûr d'une organisation, de prescription, de règles à respecter, d'une place dans la hiérarchie formelle de l'organisation, et puis une manière de décomposer un travail avec une tâche globale qui va être découpée pour affecter à chaque individu une tâche particulière. Donc le manager d'une équipe, évidemment, il a un rôle de coordination, de faire en sorte que toutes ces tâches
s'ajustent, viennent les unes après les autres, puis aboutissent à un service ou un produit qui fonctionne et qui soit satisfaisant. Quand on parle de collectif de travail, on va s'intéresser plus particulièrement, non pas au prescrit, ce qui est imposé à l'équipe de travail, mais comment l'équipe de travail se construit elle-même un certain nombre de règles de fonctionnement, de règles de travail. Ces règles communes, si on est dans un secteur particulier, ça peut être des règles de métier aussi, hein. Elles sont spécifiques une partie à l'équipe, mais elles peuvent aussi correspondre à des règles de métier. Et dans un collectif de travail, on a aussi un phénomène qui est celui de la coopération, différent de la coordination. La coordination, c'est le rôle du chef de faire en sorte que toutes ces tâches s'ajustent bien les unes après les autres, que chaque activité d'un individu soit complémentaire à l'activité des autres, etc. Donc la coordination, c'est qu'ils sont planning, de répartition des tâches, etc. La coopération, c'est différent. Coopérer, je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire que pour faire la tâche, on est obligé d'être plusieurs. Je vais prendre un exemple très simple. Deux brancardiers qui soulèvent un malade sur un brancard, vous voyez tout de suite qu'ils ont intérêt à coopérer. Coopérer, c'est-à-dire à lever le brancard en même temps. Si le brancard et l'autre il a toujours le brancard à terre, le malade risque de tomber. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que chacun ne peut pas travailler tout seul. Il ne peut pas faire son boulot, son travail correctement seul. Ils sont obligés de coopérer. Et pour coopérer, il faut qu'ils se connaissent, il faut qu'ils discutent, il faut qu'ils mettent en place des règles communes. Alors ça veut dire à 3 on lève le brancard, 1, 2, 3, hop, on lève le brancard. Et s'il n'y a pas cette coopération, je ne sais pas si vous voyez, s'ils ne se connaissent pas, s'ils ne discutent pas, s'ils ne peuvent pas échanger, communiquer entre eux, ils n'arriveront pas seuls à faire leur travail. Donc on est sur un niveau, si vous voulez, de complexité un petit peu du fonctionnement qui peut être difficilement programmé, imposé par la hiérarchie, contraint par la hiérarchie. On a du mal à contraindre les gens à coopérer. On peut contraindre les gens à faire les tâches dans un certain ordre pour coordonner l'ensemble. C'est plus compliqué d'imposer aux gens de coopérer, parce qu'il faut qu'ils s'entendent bien, il faut qu'ils aient confiance l'un dans l'autre, il faut qu'ils échangent, qu'ils communiquent, etc. Donc là, on est sur des choses qui sont indispensables au cours d'activité, mais qui ne sont pas faciles à imposer. Et pourquoi le collectif de travail, on le met en lien avec la santé? Parce qu'effectivement, si vous êtes un individu dans une équipe où il y a un collectif qui fonctionne bien, vous savez que face à une difficulté, vous pourrez discuter avec les autres. Si c'est un problème technique, trouver une solution ensemble. C'est aussi dans le collectif que peut se créer de la confiance, hein, c'est-à-dire que vous attendez un certain comportement des autres et vous savez qu'il va être respecté. Sur les chantiers par exemple du bâtiment, entre le grutier, les gens qui sont à terre, j'allais dire, qui sont en train de construire, je ne sais pas si vous voyez, mais il faut qu'ils s'entendent bien quand même, il faut qu'ils se connaissent, il faut qu'ils discutent, il faut qu'ils aient un langage commun. Alors, parfois les nouveaux qui travaillent sur un chantier n'ont pas toujours ce langage, et si la personne veut dire qu'il faut monter la grue en faisant comme ça, le grutier peut comprendre qu'il faut baisser. Donc il vaut mieux qu'ils fassent comme ça pour dire qu'il faut remonter le fil, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Alors ils sont chacun à leur poste, mais ils ne peuvent pas travailler l'un sans l'autre sans se comprendre, sans avoir confiance aussi. Alors, on évoque en ergonomie et psychologie du travail plusieurs possibilités de travail collectif. Donc, 1 et 2, les chiffres, là, c'est des personnes. Personne 1, personne 2. Les petits A, petit B, petit C, c'est les buts, les objectifs. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? À quoi doit aboutir la tâche? Alors, la coactivité, c'est quand, dans une équipe, les personnes travaillent chacune dans leur coin, si je puis dire, et puis que c'est au bout à l'issue de leur travail, que l'ensemble, coordonné par une hiérarchie, va permettre de finaliser un produit ou un service, etc. La coaction, le but est un peu plus proche, hein, c'est-à-dire que les tâches doivent s'enchaîner assez rapidement les unes par rapport aux autres pour aboutir au produit ou au service.
mais les gens travaillent quand même indépendamment, chacun fait sa tâche. Dans la collaboration, on a plusieurs personnes qui travaillent en parallèle et qui aboutissent, enfin qui remplissent chacune leur but pour satisfaire un but très, très précis, très immédiat. Par exemple, une chaîne de montage, vous avez plein de personnes qui, en parallèle, font leurs tâches et l'ensemble, petit à petit, va fabriquer un véhicule ou quelque chose comme ça. Dans la coopération, comme je disais tout à l'heure pour les brancardiers, chacun, pour atteindre son but, doit agir avec l'autre, opérer avec l'autre, coopérer avec l'autre. Donc les personnes ne peuvent pas travailler en parallèle, chacune de leur côté, en fonction de leur rythme individuel, etc. Elles sont obligées de communiquer, de s'ajuster. Alors on a aussi dans les collectifs de travail qui fonctionnent bien, des possibilités qui peuvent aller jusqu'à l'aide et l'entraide. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, elle s'est blessée le week-end, plus de mal à faire son travail dans la semaine, les autres vont prendre une partie de son travail. C'est souvent ainsi le bon fonctionnement des collectifs, quand les gens s'aident, s'entraident, se remplacent les uns les autres, etc. C'est qu'il y a une très forte confiance, que les gens savent que s'ils aident un jour donné, un autre jour, ça va être dans l'autre sens, et donc il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de confiance. Donc, quand on est dans la coactivité, on est dans une situation où une hiérarchie organise les tâches, chacun travaille dans son coin, et au bout du compte, on arrivera à fabriquer quelque chose. Quand on est à l'autre extrémité de l'aide et l'entraide, il y a une telle autonomie, si vous voulez, dans le fonctionnement du collectif de travail, et un tel soutien entre les personnes, que quelqu'un qui est en difficulté, ou qui a un coup de fatigue, des choses comme ça, sait qu'il peut compter sur les autres pour aider à faire son travail. Je vois là, un qui s'est foulé un pied ou un bras, etc. Il sait qu'il pourra trouver de l'aide. Alors, ces différents niveaux de fonctionnement du collectif de travail sont effectivement très importants, puisqu'il y a des choses qui sont que la hiérarchie peut gérer, et il y en a d'autres que la hiérarchie ne peut pas imposer, et qui demandent un engagement des différents individus pour pouvoir travailler et fonctionner. Donc une équipe de travail, il y a toujours du travail collectif dans une équipe. Vous voyez la différence entre le travail collectif, le fait que la plupart des activités maintenant se font collectivement, c'est-à-dire une personne toute seule ne peut pas construire une voiture. On est obligé de faire appel à plein de personnes différentes pour construire une voiture. Donc, il y a beaucoup d'activités où on ne peut pas travailler tout seul. Donc il y a toujours du travail collectif, mais on n'a pas forcément un vrai collectif de travail dans une équipe de vie. Donc comme je mets la collection, c'est différent de collectif. C'est-à-dire qu'on peut avoir une collection d'individus juxtaposés dans une équipe, coordonnés par un chef, mais ce n'est pas la même chose qu'un collectif de travail où les gens s'entraident, trouvent ensemble des solutions pour faire face aux difficultés qu'ils rencontrent au travail. Un collectif de travail donc, suppose une coopération, et le but du collectif de travail, c'est en fait de trouver des façons de bien travailler, de faire du bon travail. Alors, bien travailler pour faire face aux inattendus du réel, c'est-à-dire que les choses ne se passent jamais exactement comme elles sont prévues, que le matériel n'est pas toujours livré à temps, que les outils ne sont pas toujours de bonne qualité ou sont déréglés, etc., qu'on n'a pas toujours exactement ce qu'il faudrait, qu'il y a des demandes des clients inattendues, etc. Enfin, dans tous les métiers, l'activité, souvent, c'est une activité qui consiste à arriver à fabriquer quelque chose ou à rendre un service malgré les difficultés, malgré les inattendus, malgré les surprises, malgré le matériel qui n'est pas adapté, etc. Donc le collectif va essayer de trouver, en discutant, en échangeant, etc., ces façons de bien travailler pour réduire les écarts par rapport aux prescriptions, c'est-à-dire pour arriver à fabriquer quelque chose. Derrière cette idée, il y a évidemment le fait que c'est pas, le rôle du collectif, c'est pas de s'opposer par exemple aux prescriptions, mais souvent c'est de trouver des solutions pour arriver à satisfaire quand même les prescriptions, malgré le décalage entre ce qu'on demande de faire et les moyens qu'on a pour le faire ou les outils qu'on a pour le faire. Donc la coopération permet d'être efficace, et puis trouver les façons de bien travailler, c'est aussi une possibilité de reconnaître
entre les personnes, les individus qui composent le collectif de travail, le fait qu'un individu, justement, travaille bien. Est-ce qu'il respecte les règles du métier? Est-ce qu'il a une manière, par exemple, de faire les choses, on va dire, esthétiques, belles, efficaces, etc. Donc s'assurer auprès d'autrui de la validité et de la valeur de ce qu'on fait quand on travaille, quand on invente même des nouvelles solutions, des nouvelles façons de travailler, c'est quelque chose qui est favorable à la santé, qui va donner du sens à votre travail, qui va donner de la reconnaissance à votre engagement dans le travail. Donc au quotidien, c'est quand même le collectif qui nous fait comme ça des retours, qu'est-ce que tu as fait, ah oui c'est super, etc. Et qui va favoriser effectivement la santé des gens. Alors, on va rentrer un peu dans le détail donc, de cette activité du collectif de travail. D'abord, l'idée que c'est un collectif de règles. On va voir quels sont ces différents types de règles, mais un endroit où on peut discuter l'expérience qu'on vit dans le travail avec des gens qui comprennent cette expérience. Je ne sais pas si vous voyez déjà par rapport au rôle du manager, moi je suis de plus en plus convaincu qu'on peut difficilement manager une équipe quand on ne connaît pas du tout le métier, les activités de cette équipe, même si c'est la tendance un peu dans les entreprises de dire il y a le management et puis il y a l'expertise technique, etc. Et un bon manager doit pouvoir manager n'importe quelle équipe, un service comptabilité, un service RH, un service de production, etc. Bon, c'est un peu discutable. Donc à l'intérieur d'équipe, en tout cas, on peut discuter avec des gens qui comprennent le travail. Parce qu'on a le même vocabulaire, le même règle de métier, etc. C'est un collectif de pairs, donc de personnes qui font la même chose, qui partagent la même description du travail, c'est-à-dire qu'ils vont interpréter de la même façon les événements qui arrivent au quotidien dans le travail. Évidemment, souvent ce collectif fonctionne, enfin justement ces temps d'échange, de discussion sur le travail, fonctionne de plus en plus dans des espaces informels, c'est-à-dire que ce n'est pas des réunions organisées explicitement pour parler du travail, mais ça va être à la pause café, à la pause cigarette, etc. Alors pendant les pauses, bien sûr, on parle de ce qu'on a fait le week-end, du projet, de ci, de là, de choses extérieures au travail. Si vous regardez bien, si vous écoutez bien, on parle aussi du travail. Et quand il y a un problème, souvent ça va être l'essentiel de la pause. On va surtout parler de ce problème, et pas forcément du week-end, de ce qu'on a fait les uns les autres. Et puis ça peut être aussi des espaces officiels, des tours, des combien de gens profitant d'une réunion de service, discuter en aparté justement de leurs problèmes de travail qu'ils n'ont pas le temps de discuter pendant qu'ils font leur travail. Donc, ça va être réutilisé un peu d'autres occasions, je ne sais pas, les grandes messes, etc. Enfin tout un tas d'occasions pour pouvoir enfin parler du travail avec des gens qui comprennent ce travail et les difficultés qu'on rencontre de ce travail. Alors on a distingué en observant ça, donc 4 grands types de règles, ce qu'on appelle des règles sociales, des règles qui vont organiser la vie en société, au sens où une équipe c'est une petite société, c'est une micro-société, des règles de langage. Vous avez remarqué que dans chaque milieu professionnel, il y a un vocabulaire particulier, des abréviations, il y a des secteurs qui aiment beaucoup la fonction publique, donc on aime bien les abréviations, il y a le vocabulaire typique, et si on n'est pas dans le métier, c'est difficile parfois de comprendre ce qui est raconté. Donc on va essayer de voir un peu à quoi ça sert. Il y a des règles techniques, sur comment faire les choses, comment solutionner tel ou tel problème, et puis il y a des règles éthiques. Alors éthique, si on vient à l'étymologie, éthique, ethos, l'ethos c'est le comportement. En grec, la traduction du grec c'est le comportement. Les règles éthiques, la réflexion éthique, etc. C'est toute la réflexion qui consiste à définir quel est le bon comportement à adopter dans telle ou telle situation. Alors, on a la morale, les grandes valeurs, la liberté, etc. On a souvent dans beaucoup de métiers une déontologie, des codes de déontologie ou des règles déontologiques très générales, sauf que les règles déontologiques, justement comme elles sont générales, souvent elles ne sont pas évidentes à appliquer en situation.
sur un problème précis, dans une situation précise. Donc ça nécessite que les personnes, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le bon comportement à adopter pour respecter quand même les valeurs morales, les règles déontologiques, questionnent justement, développent une réflexion éthique pour définir ensemble, et je vous donnerai des exemples après, définir ensemble quel est le bon comportement à adopter. Alors cela d'autant plus que dans les organisations, souvent on a des demandes contradictoires qui nous arrivent, des demandes qui sont contradictoires avec les règles du métier parfois. Le métier dirait il faut faire comme ci, et puis le chef nous dit non, l'entreprise impose de faire comme ça, etc. Qu'est-ce que vous faites finalement? Si on peut en discuter et trouver une sorte de solution pour trouver le comportement plus favorable, on sera plus à l'aise. Si on ne trouve pas de solution et on a du mal à définir le bon comportement, on dit tout de suite que les individus vont souffrir. Se dire, si j'avais le temps, si je pouvais faire mon métier comme j'ai appris, etc., je ferais comme ça, mais j'ai pas le temps, on m'impose des trucs, etc., et je ne peux pas le faire. Et finalement, j'ai l'impression, chaque fois que je vais bosser, de faire un mauvais boulot, quoi. Et en termes d'identité, d'estime de soi, etc., c'est pas très bon de se dire, je sais ce que c'est le bon boulot, mais tous les jours, à toutes les contraintes qu'on m'impose, etc., je ne fais que du mauvais boulot. Je peux te voyez, quelques mois, quelques années, etc., c'est assez déprimant, assez mauvais pour l'estime de soi. Alors je redétaille un peu toutes ces règles. Première règle, les règles sociales. En partant tout simplement d'un constat, c'est qu'on choisira les gens avec qui on va travailler. Il y a des exceptions, peut-être des équipes d'amis qui construisent une entreprise, etc. Mais la plupart du temps, on est recruté dans une équipe qu'on ne connaît pas. Et on doit essayer de travailler avec eux, de les comprendre, de les connaître, etc. Donc les règles sociales ont cet objectif de recréer, en quelque sorte, une société à partir de gens qui ne se sont pas choisis, qui ne se connaissaient pas ou qui n'avaient pas forcément de relations amicales. C'est des règles qui permettent de vivre ensemble, qui permettent à des individus différents de vivre ensemble, qui ont pour objectif aussi de construire la confiance quand on connaît l'autre, on sait ce qu'il sait faire, ses limites, etc. Ce qu'on peut attendre de lui. On pourra lui faire une demande, on saura qu'elle peut être satisfaite, et inversement, lui saura qu'il peut compter sur nous, sur telle et telle chose, telle activité, etc. Donc cette confiance est essentielle aussi pour la coopération. Si je respecte le brancardier qui travaille avec moi, si on ne s'entend pas trop mal, si on arrive à communiquer, on n'a pas besoin d'être des amis quand même. Mais il y a un minimum, si vous voulez, de respect de l'un et de l'autre pour qu'on puisse effectivement faire du bon travail, c'est-à-dire ne pas mettre les malades par terre quand on lève le brancard. Donc reconnaître les autres, reconnaître l'existence des autres, respecter le minimum des autres, là aussi c'est reconnaître l'humanité de l'autre, sa contribution, son rôle, etc. Ça peut être alors très concrètement des règles de politesse. Vous avez remarqué que dans nos sociétés, quand on rencontre un groupe comme ça, on se dit bonjour, quoi. On le fait dans la société, on le fait au travail, etc. Si vous regardez bien, un bonjour, c'est pas de la production. Ça n'a pas de valeur ajoutée, si on a une optique de gestionnaire. Mais quand même, on le fait. C'est le minimum, si vous voulez, pour se respecter, montrer qu'on reconnaît que l'autre existe, etc. D'ailleurs, souvent, il y a des employés qui se plaignent que, je sais pas, le manager descend dans le service, il a dit bonjour à personne. Ça, c'est insupportable. Ou alors, le manager, il serre toutes les mains à tout le monde, mais bon, on sent que c'est un peu mécanique qui se force à descendre dans l'atelier. Bonjour, mon franc, authentique, je te respecte, je sais ta contribution au fonctionnement de l'organisation, etc. Ça montre à l'autre qu'il a une place, qu'il a une existence et qu'on respecte cette existence, qu'on a besoin de lui aussi pour cette organisation, etc. Donc c'est vraiment des fondamentaux, si vous voulez, mais qui sont très importants en fait, simplement pour vivre ensemble, parce qu'on passe quand même des heures, des semaines, des mois, etc., avec les mêmes personnes, dans la même équipe. Des règles vestimentaires, alors sans que ce soit des uniformes, on voit bien qu'il y a des styles vestimentaires dans les équipes. Alors, je caricature un petit peu, mais je
sais pas, il y a des équipes de commerciaux à cravate, et puis d'autres, pas de cravate. Et s'il n'y a pas de cravate, puis qu'un jour il y en a un qui met une cravate, tout le monde est surpris. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un mariage après le boulot ou quoi? Ou l'inverse, hein, tu n'as pas de cravate, toi, commercial, rencontrer les clients, c'est pas possible, etc. Donc ça varie hein, selon les équipes, mais il y a quand même un style, une manière de s'habiller aussi. Et puis donc des règles de convivialité. Donc là aussi, je pense que vos expériences, peut-être dans des milieux différents, ce pas toujours exactement les mêmes rituels, par exemple. Il y a des milieux où on commence toujours la journée par un café, où on se retrouve à tel moment pour le café, etc. Il peut y avoir des milieux là aussi où on fait toutes les... Moi, c'est un peu ce qui se passe dans mon service. On fait la galette des rois. On n'est pas religieux, mais on fait toutes les fêtes religieuses, c'est toujours l'occasion d'un petit pot, etc. Donc les anniversaires, les uns, les autres, etc. Donc il y a deux niveaux, évidemment, dans ces rituels. Se connaître un peu mieux, faire connaissance, hein, mais aussi c'est des temps où effectivement on va discuter du réel du travail. C'est un problème qu'on rencontre dans le travail. Et selon ce qui se passe, évidemment, ça peut prendre un rôle très important. Alors, ces moments de convivialité, évidemment, d'un point de vue gestionnaire strict, c'est souvent considéré comme du temps perdu. Du temps perdu. Et on va plutôt essayer de réduire justement les pauses café, les pauses cigarettes, les pauses ci, les pauses là. Mais on se rend compte que c'est essentiel en fait pour pouvoir simplement se respecter et vivre ensemble. Et si on n'a pas assez de temps, évidemment, c'est difficile de construire une société, une micro-société à l'échelle d'une équipe. C'est des temps aussi où on a besoin parfois d'intimité, pouvoir parler de trucs, de combines, de choses qu'on ne peut pas évoquer avec la hiérarchie, avec les chefs, ou alors qu'on évoquera qu'une fois qu'on est d'accord, une fois qu'on sait qu'il faut faire telle demande pour pouvoir faciliter le travail, etc. Donc ces moments apparaissent souvent indispensables quand ils sont détruits par la hiérarchie. C'est ça qui est frappant. Je ne sais plus si vous en avez parlé l'autre fois, mais à Fézin, par exemple, vous avez des postes de travail. Je ne sais pas l'autre fois. Vous voyez, Fézin, les installations pétrochimiques, les grosses installations comme ça, en fait, il y a assez peu de personnel pour faire tourner ces installations qui sont réparties un petit peu partout. Ça, j'en ai parlé. Donc, ces gens-là, en fait, pour pouvoir faire leur travail à leur poste, il faut qu'ils connaissent les autres. Il faut qu'ils sachent ce que fait l'autre, sur quelle vanne il peut agir, ou qu'est-ce qu'il contrôle comme tuyau, comme truc, etc. Donc en fait, en plus de leur travail, il faut qu'ils aient quand même des temps où ils se rencontrent, ils discutent, ils se connaissent, ils savent ce qu'ils peuvent attendre les uns des autres, ils savent ce que les autres font à leur poste de travail, pour que chacun puisse faire bien son travail à son poste. Alors ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est que de plus en plus, on crée des groupes de parole, des groupes d'analyse de la pratique, des groupes d'élaboration, etc. Alors pendant longtemps c'était dans le travail social, la santé, etc. Mais on commence à voir ça dans les entreprises, et même des groupes de parole de managers. On fait se rencontrer pendant 2 heures chaque semaine les managers pour qu'ils discutent des problèmes qu'ils ont dans le management de leur équipe, etc. Tous ces dispositifs finalement viennent combler le fait qu'on a essayé de faire disparaître tous ces temps d'échange, de discussion, etc. Dans le secteur de la santé, la relève, les temps de relève étaient beaucoup plus importants dans le temps. Ça pouvait être 1 heure, par exemple, où l'équipe qui partait du café avec l'équipe qui arrivait prendre son service. Et pendant 1 heure, on discutait de ce qui s'était passé. On discutait d'autres choses aussi, d'accord, mais on discutait du travail, des malades, des problèmes, de ce qui va être prévu comme visite du médecin, ce qu'il va faire sa tournée, etc. Bon, c'est vrai que les 35 heures n'ont pas été pour le secteur de la santé, mais parce qu'on n'a pas embauché en conséquence. Donc du coup, les temps de relève se sont réduits, et il y a tout un tas de choses, d'informations qui ne peuvent plus être discutées entre les personnes. Donc ces règles sociales, je ne sais pas si vous voyez à quel point elles sont importantes. On travaille avec des gens comme ça qu'on ne connaît pas au départ, pendant des semaines, des années, arriver à coopérer, avoir confiance les uns aux autres, pouvoir s'aider, etc. Et ça suppose de créer de la société, de recréer une société
particulière. Les règles langagières, c'est tout ce qu'on appelle les jargons de métier, avec un vocabulaire, des expressions, des abréviations, etc. On s'est beaucoup posé la question, alors les linguistes aussi se sont posé la question, pourquoi chaque milieu comme ça recrée un vocabulaire particulier, par métier, par entreprise, enfin, ça peut assez varier. Mais on a constaté que souvent ça simplifiait et ça résumait tout un tas d'idées, tout un tas d'observations avec un ou quelques mots. Et donc en fait c'était pour être efficace. C'est-à-dire que ce jargon évite de longues phrases, de longues explications, etc. Une fois que les gens l'ont appris, bien sûr, ils se comprennent facilement et donc ils vont pouvoir discuter, communiquer encore plus rapidement. Il est souvent spécialisé et lié aux situations de travail. Donc il y a des jargons de métier, mais il y a aussi souvent un jargon particulier recréé en fonction de telle organisation, telle situation de travail. Alors évidemment, quand on est un peu extérieur, on ne comprend rien. Il y a plein de choses qui nous échappent. Pourtant, c'est du français. On parle français, mais on ne comprend rien. Et souvent, le nouveau, évidemment, qui arrive dans une organisation, doit se faire, enfin, intérêt à se faire expliquer ce jargon pour pouvoir l'utiliser et aussi communiquer facilement avec les autres. Mais en apprenant ce jargon, je ne sais pas si vous voyez, il apprend aussi les éléments essentiels du métier, ce qui est important pour les gens, quels sont les enjeux, parce que les mots qu'on fabrique, c'est parce que c'est des situations qu'on rencontre souvent, qui nous posent souvent problème, etc., des activités qu'on refait souvent, etc. Donc en apprenant le jargon, en se faisant expliquer ces expressions, ces abréviations, etc., il apprend aussi son métier. Il va pouvoir intégrer l'organisation. Alors, troisième type de règles, donc les règles techniques. Les règles qui sont mises en place quand on a un problème technique, pour faire face à une difficulté dans la réalité du travail. On va essayer de trouver une solution. Si cette solution a marché une fois, on va peut-être la réessayer une autre fois dans une situation à peu près identique. Et puis, si cette solution semble bien fonctionner dans pas mal de situations, petit à petit, ça va être une règle de métier, ou ce qu'on appelle une ficelle de métier. Un truc qu'on va s'échanger, qu'on va expliquer au nouveau qui intègre le métier, etc. Nous, on parle d'actes traditionnels efficaces, c'est-à-dire quand une règle technique est construite par un groupe pour faire face à des situations qu'ils rencontrent souvent dans leur activité, ils vont la transformer en une tradition de métier qui leur permet de résoudre un certain nombre de problèmes techniques particuliers liés à leur situation, à leur contexte, etc. C'est pareil, quand on apprend un métier très général, avec une formation professionnelle, etc. Après, quand on travaille dans telle entreprise, sur tel produit, ou sur tel service, etc., on a encore beaucoup de choses à apprendre. L'éducation nationale ne peut pas enseigner ou faire des diplômes pour tous les postes particuliers qu'on va retrouver dans les entreprises. Donc elle enseigne des règles, des savoirs, des connaissances, etc., on va dire assez générales qui permettent de s'adapter à tout un tas de situations. Puis après, il faut apprendre le métier tel qu'il est exercé dans une entreprise particulière, une organisation particulière, un contexte particulier. Alors, une règle va devenir une ficelle de métier, va être généralisée dans le métier, si elle est efficace, évidemment, mais aussi si elle est acceptable au plan éthique, parce qu'elle est cohérente avec l'éthique du métier, les valeurs professionnelles adaptées à ce métier. Alors, ça m'amène donc sur le quatrième type de règles que construisent les collectifs de travail, qui sont les règles éthiques. On parle même, nous, de souffrance éthique, quand justement c'est difficile de savoir quel est le bon comportement à adopter en situation, ou de se reprocher de faire des choses qui sont contraires aux valeurs du métier, ou même à des valeurs. Moi j'ai des étudiants qui travaillent comme téléopérateurs, comme job. Alors déjà, ils donnent un faux nom quand ils s'adressent aux clients. Donc c'est Catherine, parce que Catherine est souvent utilisée.
Et puis après, ils ont tout un tas de techniques de conversation, de manière à calmer un petit peu le client, puis surtout à essayer de lui vendre des trucs dont il n'a pas besoin. Donc, je ne sais pas si vous voyez toute la journée, alors il y en a qui bossent dans les cabinets de psycho, souvent ils bossent dans les cabinets de recrutement où ils font de la chasse de tête. Si vous voyez ce que c'est, la chasse de tête, c'est trouver un profil d'une personne précise pour un poste, et là ils sont obligés de mentir. C'est-à-dire qu'ils essayent de se faire passer pour un ami de cette personne pour l'avoir au téléphone. Parce que souvent, il y a la secrétaire qui fait le barrage, comme on dit, qui les empêche d'accéder à personne. Donc ils vont inventer tout un tas de trucs, ils se sont rencontrés à une conférence, et ainsi de suite. Et donc ils sont obligés de mentir en fait pour exercer le métier. Alors, les étudiants, c'est l'occasion d'une réflexion justement sur la souffrance éthique, etc. Mais quelqu'un qui travaille pendant des années comme ça à faire ce type d'activité, ça peut être difficile à supporter, ou alors il fait ce qu'on appelle un clivage, c'est-à-dire il dit bon bah c'est mon métier, c'est presque un jeu, quoi. Je fais ça comme un jeu, mais moi évidemment, en dehors du boulot, je vis autrement, quoi. J'ai d'autres valeurs, etc. Il faut arriver à supporter un petit peu ça. Donc, pourquoi ces règles éthiques aussi? C'est souvent celles qui vont donner du sens à ce qu'on fait, tout simplement parce que le travail n'a pas de sens par lui-même. C'est les personnes et collectivement qui vont donner du sens au travail, qui vont trouver juste, injuste, correct, bien fait, pas bien fait, acceptable sur le plan éthique des valeurs professionnelles ou pas, etc. Très souvent, ces règles éthiques, quand les situations sont compliquées, et qu'il n'est pas possible d'appliquer directement une règle déontologique du métier, c'est plutôt l'idée de prudence, ce qu'on appelle la sagesse pratique, c'est-à-dire essayer de trouver la moins pire des solutions. Alors, très souvent, par exemple, dans les services d'urgence, je vais donner un exemple, dans lequel on a fait dans un service d'urgence ophtalmologique, qui est spécialisé sur les problèmes des yeux. Alors, je ne sais pas si vous voyez, bon, les urgences, c'est compliqué, mais quand les gens sont touchés au niveau de l'œil, ils sont encore plus inquiets. Donc ils sont assez tendus, assez agressifs, ils veulent qu'on les prenne en charge encore plus vite, etc. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fréquenté les services d'urgence. L'urgence, ça ne veut pas dire je vais être prise en charge à la minute, quoi. L'urgence, ça veut dire tout le monde n'a pas eu un rendez-vous avec son médecin où c'est compliqué, où on a besoin d'un spécialiste, etc. Donc on va aux urgences, mais aux urgences on attend 5 heures, 6 heures, 7 heures, certaines périodes de l'année, 8 heures, 9 heures, 10 heures, etc. Donc dans ce service, effectivement, c'est ce qui se passe, avec des périodes dans l'année, quand c'est les vacances d'été par exemple, et que les autres services sont fermés, que les spécialistes d'ophtalmologie sont en vacances eux-mêmes, etc. C'est un service qui reste ouvert toute l'année. Le week-end aussi. Le week-end, ils ont beaucoup plus de monde, ainsi de suite. Donc on a des flux de patients assez importants, beaucoup d'accidents domestiques, qui sont blessés avec une marchée, puis une branche d'arbre qui est rentrée dans l'œil, etc., ou un gel, ou des soucis comme ça. Des temps d'attente élevés, donc entre 5 et 10 heures. Et puis, on avait observé dans ce service que chacun se débrouillait, quoi, pour essayer de calmer un petit peu les patients qui étaient en salle d'attente. Donc ça veut dire qu'une infirmière, par exemple, pouvait tenir un discours différent de sa collègue 10 minutes après, quoi. Je ne sais pas si vous voyez, au niveau des patients, évidemment, ça ne les calmait pas. Il y en a qui disaient, là il m'a dit ça, l'autre a dit ça, qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que je vais passer, ça fait 3 heures que j'attends, etc. Puis l'agressivité montait assez facilement. Souvent les parents d'ailleurs qui amenaient des enfants étaient très agressifs, plus que si c'était pour eux. Je sais pas si vous voyez. Pas de réunion de service entre les différents professionnels. Alors ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé parce que pour la plupart des organisations, il y a quand même des réunions de service, alors mensuelles, hebdomadaires, ça peut varier, mais c'est rare qu'il n'y ait pas dans une organisation ce type de réunion régulière. Et là, c'est un cas où on n'avait pas de réunion de service, mais pas du tout, quoi. Mais on était au service ophtalmologie, il y avait des gens qui étaient aux urgences, il y avait plusieurs types de professionnels, donc les
ASH, les aides-soignantes, les infirmières, les internes, parce que les centres hospitaliers universitaires, les internes, les médecins déjà spécialistes qui sont plus étudiants, etc. Chacun travaillait avec ses collègues de même profession, mais le service ne se réunissait jamais. Donc ils ne discutaient jamais des problèmes qu'ils rencontraient dans ce service, et en particulier les problèmes des urgences. Et puis alors le pire, ce qu'ils nous ont raconté, c'est que quand ils avaient des problèmes avec des patients qui étaient agressifs, alors c'était du genre, je vais pousser l'infirmière contre la porte, ou crier, menacer, etc. Donc ils appelaient le service de sécurité de l'hôpital. Et le service de sécurité de l'hôpital, la plupart du temps, donnait raison aux patients. En disant, bah oui, c'est normal, ils attendent 5 heures, c'est normal qu'ils soient énervés, etc. Il faut vous débrouiller autrement, quoi, dans le travail. Alors mettez-vous à la place d'une infirmière qui est aux urgences totalement. Déjà, sans arrêt, elle doit contenir un petit peu l'agressivité des patients, elle doit essayer d'expliquer pourquoi il faut attendre 5 heures, 4 heures, etc. Et puis le seul soutien qu'elle a, c'est quelqu'un qui va prendre le parti du patient contre elle. Je ne sais pas si vous voyez, c'est assez dur à vivre. Donc évidemment, dans ce service, on avait beaucoup de départs, des gens qui demandaient leur mutation, dans un autre service, pas d'urgence, plus tranquille, etc. J'en avais aussi quelques burn-out, des gens qui n'en pouvaient plus, quoi, qui aimaient leur boulot, qui aimaient travailler dans ce service-là, mais qui n'en pouvaient plus face à ça. Donc là, on avait un cas où il n'y avait pas de collectif de travail. Il y a bien sûr un travail collectif, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'infirmières, il y a besoin d'internes, de médecins, etc. Chacun a ses tâches, ainsi de suite. Il faut qu'elles soient quand même coordonnées, mais il n'y a pas de collectif de travail pour essayer de résoudre ce problème d'agressivité des patients. Donc effectivement, il y a beaucoup d'agressivité. S'il y avait eu un collectif de travail, ça voulait dire que ces personnes, ces professionnels, se connaissent, discutent ensemble et trouvent des solutions communes face à l'agressivité des patients. Alors des solutions communes, ça veut dire de manière à ce qu'ils tiennent tous le même discours face aux patients qui sont dans la salle d'attente, plutôt que chacun son discours, ou chacun essayant avec son style de calmer un petit peu l'agressivité du patient. Donc le rôle d'un collectif de travail, effectivement, c'est de construire des règles qui permettent, qui sont connues par tous les membres du collectif, qui sont soutenues et défendues par les membres du collectif, et qui vont permettre de faciliter le travail, de faire du bon travail. Alors il y a souvent dans les urgences une règle, celle-là c'est qu'on trouve quand même tout le temps, les enfants d'abord. Même s'ils ne sont pas très atteints, très blessés, etc., par principe, on fait passer les enfants. Après, la difficulté aux urgences, c'est que souvent les problèmes les plus graves ne sont pas les plus visibles. C'est-à-dire quelqu'un qui saigne beaucoup, ça peut être une plaie extérieure superficielle, et quelqu'un qui a une hémorragie interne, évidemment, c'est moins visible, alors que c'est beaucoup plus grave. Donc c'est ça qui est compliqué aussi, c'est de faire comprendre aux patients pourquoi les choses sont comme ça. Alors c'est peut-être aussi des règles de passation des patients, ou d'information des patients. En tout cas, évidemment, si vous êtes infirmière dans un service comme ça, c'est plus confortable psychologiquement de savoir que vous dites les mêmes choses aux patients que si votre chef de service passe ou l'interne est sollicité par un patient, il va dire la même chose que vous. Je ne sais pas si vous voyez, on sent justement la force du collectif face aux difficultés. Et évidemment, quand vous avez un discours homogène, les patients sont moins agressifs aussi. Parce qu'ils savent qu'il y a des raisons objectives pourquoi il faut pourquoi on attend aussi longtemps, qu'au moins il y a l'ordre, et puis après il y a la gravité de la blessure, donc c'est normal. Alors, un exemple où on a le même type de travail, mais dans un cas le collectif fonctionne bien, et dans l'autre cas il ne fonctionne pas bien. Donc Guichet de la Poste, c'est une collègue de Grenoble qui avait étudié ça en faisant des observations, en passant des journées dans ces guichets de la Poste, dans ces agences de la Poste, dans un des guichets. Donc elle avait d'ailleurs choisi à partir de là, puisque quand même c'est à peu près les mêmes activités, le courrier, les colis, etc., les timbres, ainsi de suite. Donc, mêmes activités, les gens ont la même
dimensions à peu près, les guichets sont spatialement organisés de la même façon, etc. Donc on est dans deux types d'activités vraiment identiques, hein, c'est la même entreprise, une règle d'entreprise, ainsi de suite. Mais dans un des guichets, gros turnover, c'est que les gens essayaient de trouver une autre agence, hein, beaucoup de demandes de mutation, beaucoup d'absentéisme, beaucoup d'arrêt maladie. Donc pour nous, c'est des indicateurs de dysfonctionnement d'une organisation. Quand on a beaucoup d'absentéisme, beaucoup de démissions, non, c'est pas des démissions, c'est des demandes de mutation. Les turnover, ça veut dire le fait qu'à la fin de l'année, il y a par exemple, quand vous avez 30% de turnover, ça veut dire que 30 personnes sur les 100 qui étaient là au début de l'année sont parties. Ont été remplacées par d'autres. Et puis l'autre guichet, très peu d'arrêts maladie. Il y en avait quand même, c'est jamais à zéro, mais les arrêts maladie. Grande stabilité, on voyait l'ancienneté. Les gens avaient 15 ans, 20 ans d'ancienneté, etc. N'avaient pas envie de partir de ce bureau. Alors, ces observations donc, aboutissent à montrer que quand il y a un souci avec un usager ou un client, vous et moi, dans le premier bureau de poste, chaque agent se débrouillait tout seul. Essayait de trouver une solution tout seul aux demandes des clients, ce qu'on appelle une régulation individuelle. Donc, ce qui voulait dire que chaque agent avait une manière différente aussi de régler les problèmes avec les clients. Dans l'autre bureau de poste, on était plutôt dans une forme de régulation collective. Quand il y avait un problème avec un client, le collectif en discutait, fixait une règle, et ensuite chacun appliquait cette même règle, quelles que soient les situations. Je donnerai un exemple après. Il y a bien sûr des règles générales imposées par l'organisation de la Poste, par l'entreprise à tous ces guichets. Dans le guichet X, il y a évidemment, vous savez tous, des règles qui sont inapplicables, hein, souvent, ou qui sont contraires presque à ce qu'il faudrait faire, puisqu'on sait que une forme de grève, ce qu'on appelle la grève du zèle, c'est quand on applique toutes les règles de l'entreprise. Si vous faites la grève du zèle, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça veut bien dire que toutes ces règles sont plus ou moins adaptées au travail réel, aux situations rencontrées par les gens. Donc dans le guichet, premier guichet, les gens contournaient les règles. Bien sûr, sans dire, en étant mal à l'aise, en se sentant coupable aussi, de contourner un petit peu les règles. Dans le guichet Y, on réélaborait les règles. C'est-à-dire on prenait la règle imposée par l'entreprise, on en discutait, est-ce que c'est assez applicable, pas applicable, est-ce qu'on peut l'appliquer un peu dans certaines situations, mais pas vraiment dans d'autres, etc. En tout cas, elle était reformulée, réélaborée, retravaillée, si vous voulez, pour garder l'esprit quand même hein, de la règle, mais en l'adaptant aux situations. Dans le premier guichet, quand il y a des clients qui avaient des réclamations, le chef, enfin le directeur de l'agence, rédigeait un procès verbal et puis sanctionnait éventuellement ou discutait avec l'individu qui avait reçu qui était concerné par cette réclamation d'un client. Dans l'autre guichet, pas de sanction contre les individus, mais face à une réclamation des clients, là aussi on discute pourquoi cette réclamation, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire pour supprimer ce problème et éviter que d'autres clients viennent se plaindre de telle ou telle situation. Alors, là on arrive au rôle du manager. Dans le premier cas, en gros ça se passe mal, les gens souffrent, ils se mettent en arrêt ou ils demandent leur mutation. On a un rôle de manager qui est une sorte de manager transparent, c'est-à-dire qui transmet les règles, les contraintes de l'organisation directement à son équipe, sans travailler avec son équipe sur qu'est-ce qu'on peut adapter, transformer, modifier un petit peu dans ces règles. Dans le deuxième guichet, où les gens se sentaient mieux, voulaient rester, beaucoup plus forte ancienneté, le rôle du manager, il s'impliquait dans la discussion de ces règles. Alors, il amenait les règles, bien sûr, c'était sa mission, mais il discutait avec son équipe pour savoir qu'est-ce qui est applicable, pas applicable, comment on peut adapter un petit peu la règle pour que ce soit satisfaisant dans les relations avec les clients, etc. Alors, je vais vous illustrer ça, ce sera peut-être plus clair. C'est une dame qui vient
guichet, alors c'est un cas assez fréquent, donc elle a pu l'observer, la collègue Caroline, elle a pu observer ça dans les deux guichets. Une dame qui vient demander de la monnaie, des pièces contre un billet de 50 €. La règle de la Poste, c'est on ne donne pas la monnaie, on ne fait pas la monnaie. Ça, c'est la règle de l'entreprise. Donc, premier guichet, guichet X, une cliente arrive, veut de la monnaie sur 50 €, des pièces pour le parking, ainsi de suite. La guichetière dit non, c'est pas possible, ici on ne fait pas la monnaie, demandez plutôt au bureau de tabac, à la boulangerie, etc. Alors, la cliente s'énerve un peu, mais enfin bon, vous en avez des pièces, quoi. Je ne demande rien de spécial, puisque ce sera équivalent, quoi, en pièces et en billets, elle insiste, etc. Alors, il dit appelez-moi chef d'agence, le chef arrive, et il dit non, la règle à la Poste, c'est effectivement on ne donne pas de la monnaie sur un billet, etc., parce qu'il y a des risques de faux billets, des choses comme ça, donc c'est pas sûr, on a un rôle de banque aussi, et ainsi de suite. Et puis la cliente voit sur le mur une petite boîte pour acheter des timbres, et qui marche à pièce. Elle dit, mais si j'ai besoin de timbres, et qu'il faut que j'achète des timbres, j'ai besoin de pièces. Donc là, est-ce que vous pouvez changer mon billet contre des pièces pour que je puisse acheter des timbres? Eh bien oui, la guichetière dit, oui, dans ce cas-là, on peut vous faire de la monnaie pour que vous puissiez acheter des timbres. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une règle de la Poste aussi. Les deux règles sont contradictoires. Comment vous voulez trouver le bon comportement, justement? Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous devez appliquer des règles contradictoires? Alors, dans l'autre guichet, donc évidemment, la cliente prend ses pièces de monnaie contre un billet et sort sans acheter de timbre. Mettez-vous à la place de la guichetière. Vous savez que c'est absurde cette règle, vous savez qu'il y a deux règles contradictoires, vous avez une cliente qui est agressive et vous n'avez pas de solution pour diminuer son agressivité, et puis à la fin, la cliente se fout de votre gueule, quoi. Vivre ça tous les jours, absentéisme, demande de mutation, les gens ne sont pas bien dans leur boulot. Guichet Y, on est dans la même organisation, même entreprise, les mêmes règles générales, plus ou moins contradictoires ou paradoxales. Là, comment ça se passe quand une cliente demande, je crois que je dis un client, sinon, demande la monnaie sur un billet, et bien en fait, ils ont construit une règle qui est un peu intermédiaire entre les deux règles contradictoires de la Poste. La règle, c'est jusqu'à 50 €. On accepte de donner de la monnaie, mais si le billet est plus gros, 100 €, etc., on refuse, parce que là, il y a des grands risques, effectivement, d'avoir des faux billets, ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si vous voyez, vous mettez la place des guichetières. Alors, cette règle est connue de tous, donc tous les guichetiers l'appliquent. Le chef valide, est d'accord, le soutient, et défendra d'ailleurs son équipe s'il y a des plaintes là-dessus, mais il n'y a jamais de plainte là-dessus, parce que c'est un petit truc qui simplifie la vie et qui satisfait les clients facilement. Donc il n'y a pas de clients agressifs, il n'y a pas de clients qui vont se plaindre, ainsi de suite, parce qu'ils ont eu ce petit service, avoir de la monnaie contre un billet. Mais vous voyez ce qu'on appelle réélaboration des règles. C'est-à-dire, bon, on sait qu'il y a quand même une logique dans les règles de l'entreprise, évidemment, éviter les faux billets, etc. Et on adapte, on réélabore ces règles pour construire une règle locale qui va être que pour ce guichet-là. En fait, elle existe aussi dans d'autres guichets parce qu'ils ont le même raisonnement, tout simplement. Elle existe localement, elle garde un peu l'esprit de la grande règle, on ne donne pas de monnaie parce qu'il y a un risque de fausse monnaie, ainsi de suite, mais elle s'adapte aux situations, aux demandes des usagers, des clients, etc. Et rend beaucoup plus confortable psychologiquement le travail des guichetières. Je ne sais pas si vous voyez le lien avec la santé. Effectivement, si vous êtes dans un travail où vous avez tout un tas de contraintes presque impossibles à appliquer, qui déclenchent de l'agressivité de la part des clients, et tous les jours c'est comme ça, etc., bon, ben, c'est normal qu'il y ait des problèmes de santé. Mais si le collectif a pu construire une adaptation aux situations rencontrées avec des règles qui respectent l'esprit un petit peu de l'organisation, mais tout en étant adapté à cette situation et qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes,
le travail est psychologiquement plus confortable. Donc on va travailler sans se dire est-ce que je vais encore faire agresser par un client, quoi. C'est quand même beaucoup plus confortable. Alors la difficulté qu'on a, c'est que les collectifs de travail, spontanément, hein, les gens vont mettre en place ces collectifs, discuter du travail, trouver des solutions, etc. La difficulté, c'est qu'il y a de plus en plus de pratiques de management, d'organisation, de gestion qui limitent la capacité de ces collectifs à fonctionner. Alors, par exemple, les pratiques qui favorisent l'individualisation des salaires, des évaluations, etc. ont tendance, évidemment, à pousser chacun à être en compétition avec ses collègues. Et donc, jouer collectif, essayer de trouver des solutions collectives, c'est pas forcément l'intérêt qui est développé par cette éthique d'individualisation des salaires. En plus, on fait porter à l'individu tous les problèmes de l'organisation. Bon, je ne vais pas développer là-dessus, mais on pourra montrer. Les mobilités forcées aussi. Des entreprises qui disent il ne faut pas que les gens restent plus de 3 ans dans leur poste, etc. Il faut que ça bouge un peu. Pour pas qu'ils s'encroulent, pour pas qu'ils prennent de mauvaises habitudes. Bon, pour les stimuler, pour leur bien. On est presque là. Bon, évidemment, ça détruit les collectifs. Parce que si un collectif fonctionne bien, puis qu'il est renouvelé en permanence, que ce n'est pas les mêmes personnes, que personne ne peut rester, etc. La précarité aussi, avec des gens qui sont en intérim, en CDD, mélangés avec des gens en CDI, etc. Là aussi, c'est plus compliqué de construire un collectif de travail. Les cultures du chiffre, du reporting, comme on a vu dans la police, dans beaucoup d'entreprises, hein, il faut remplir des tableaux Excel, il faut justifier ce qu'on fait, etc. Et puis essayer de travailler pour atteindre des objectifs qui finalement sont construits par des gens qui ne connaissent pas le travail. Donc du coup, qui parfois même sont basés sur des critères sur lesquels les gens n'ont pas de possibilité d'action. Ils savent comment il faudra faire un travail, et puis on les évalue sur autre chose. Je ne sais pas si vous voyez évidemment la difficulté des gens. Beaucoup de procédures, qualité, de certification, etc., qui là aussi n'ont pas de lien avec les règles de métier. C'est pas parce qu'on est certifié qualité qu'on fait du meilleur boulot. Très souvent, quand c'est mal fait, ça peut être bien fait, si il y a des procédures qualité. Souvent, c'était, on écrit au début de la qualité, c'était, on écrit ce qu'on fait, on se fait certifier, et on est obligé de refaire ce qu'on a écrit qu'on faisait. Sauf que ce qu'on a écrit qu'on fait, c'est ce qui correspond à peu près aux prescriptions, parce qu'on n'a pas dit toutes les combines, tout ce qu'on ne faisait pas exactement comme c'était prévu, mais qui permettait à l'ensemble de fonctionner. Et puis après, on est contrôlé sur le fait de respecter des procédures dont on sait que ce n'est pas les bonnes, ou ce n'est pas les procédures réelles. Ce n'est pas une manière de travailler. Ce qu'on appelle l'espace public idéologisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reprise, où il y a une sorte de monde du management qui vit dans sa bulle, mais sans contact réel avec les personnes. Donc ça, c'est un anthropologue de Bordeaux qui parlait de as if management. Management comme si. Il assistait à des réunions de son entreprise, il voyait les managers exprimer le bilan de l'activité, les projets, la stratégie, avec tout un vocabulaire, justement, tout un jargon managérial. Et puis dans la salle, les employés, ils n'y croyaient pas une seconde. Ils rigolaient. Ils rigolaient bruyamment. Et ils voyaient les managers, les top managers, continuer leur discours dans une salle qui rigolait. Comme si c'était ça la réalité, donc il n'y avait rien à faire, etc. Sans prendre en compte justement le fait que les gens ne s'en reconnaissaient pas, ne reconnaissaient pas leur travail dans ce qu'on leur disait. Donc beaucoup de formations aussi de managers qui sont sans rapport avec l'activité réelle ou le fonctionnement des collectifs. Moi, il se trouve que j'ai travaillé dans une école de management où on apprend plutôt ce qu'on appelle le développement personnel, hein, c'est-à-dire à savoir s'exprimer, s'imposer, s'affirmer, etc. Mais on n'apprend pas vraiment. Alors on apprend le marketing, la finance, le droit, etc., le droit des affaires, ainsi de suite. D'une certaine façon, on n'apprend pas du tout le management, même si l'école s'appelle l'école de management.
on ne réfléchit jamais, mais bon, avec des étudiants de 22 à 23 ans, c'est pas évident non plus. Hein. On ne réfléchit pas à ce que c'est qu'une équipe, de quoi a besoin une équipe pour bien travailler, quel est le rôle du manager pour bien faire travailler son équipe, etc. Alors après, les jeunes qui passent dans les écoles de management, ils reviennent 5-10 ans plus tard, en formation continue, faire des vraies formations de management. Mais d'une certaine façon, je vous dis, alors après, en France, on a beaucoup de managers qui sont plutôt des techniques, c'est-à-dire des ingénieurs, des gens comme compétences techniques. J'ai un peu enseigné dans les écoles d'ingénieurs, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup non plus d'enseignement de management. Il y a quelques écoles qui font des choses intéressantes, mais la plupart des écoles d'ingénieurs sont très centrées sur les disciplines d'ingénierie, mais pas du tout sur une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une équipe de travail, etc. Donc, cet affaiblissement un petit peu des collectifs de travail met en souffrance les salariés et ça amène éventuellement un épuisement aussi de leurs ressources. Il faut que j'accélère un peu. Oui. Je vois des petits regards un peu durs. Alors, là aussi, vous voyez un peu des idées. Donc, de plus en plus, on se rend compte que pour pouvoir bien travailler, en fait, il faut pouvoir discuter de son travail avec les autres. Avoir des temps, effectivement, qui ne sont pas des temps strictement productifs, mais qui, sur le long terme, vont être productifs. Parce que quand les gens sont mal dans leur travail, n'ont pas pu trouver des règles et des solutions aux difficultés qui sont dans leur travail, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller au travail, se mettre en arrêt, souffrir de leur travail, essayer de quitter ce travail, cet endroit, etc. Donc en termes de performance pour l'entreprise, ce n'est pas forcément positif. Et donc l'investissement, si je puis dire, dans la discussion, dans l'échange, en laissant des temps comme ça où les gens peuvent discuter de leurs problèmes. Alors c'est pas forcément en imposant des temps réguliers, hein, parce qu'il faut aussi que ce soit adapté à est-ce qu'il y a quelque chose qui pose problème. Si les choses vont bien, c'est pas forcément nécessaire, mais une certaine marge de manœuvre pour pouvoir discuter du travail. On peut le voir plutôt comme un investissement pour que les gens soient plus à l'aise dans leur travail, fassent un meilleur travail, et donc pour l'entreprise soit plus intéressant. En psychologie du travail, on est convaincu que le bien-être au travail est compatible avec la performance. La souffrance au travail, c'est une mauvaise performance, c'est des coûts cachés, c'est des coûts qui sont mal évalués, évidemment, mais qui posent problème. Donc la discussion sur les situations de travail, c'est ce qui va permettre de fixer un petit peu et de construire toutes ces règles sur leur travail, à la fois à l'intérieur de chaque équipe pour trouver des règles, et puis de temps en temps, il y a besoin de remonter un peu ces demandes ou ces règles, des demandes techniques ou de moyens, etc., dans l'espace plus large de l'organisation, qui est bien sûr la hiérarchie, mais ça peut être aussi au niveau HSCT, discuter avec les préventeurs du travail, etc. L'enjeu de ces discussions, il n'est pas mince. L'enjeu, c'est de faire évoluer les personnes, c'est-à-dire d'apprendre, de progresser professionnellement. L'enjeu aussi, c'est d'adapter un petit peu les techniques, les manières de travailler à l'évolution des demandes, par exemple des clients, à l'évolution des situations. Et puis, c'est un enjeu d'évitement de la souffrance. L'exemple que je vous donnais sur la Poste, c'est très clair, quoi. Si les gens ne peuvent pas discuter des problèmes qu'ils rencontrent avec les clients, trouver des solutions entre eux, chacun va se retrouver avec ses difficultés, cette agressivité du client, sans pouvoir s'appuyer sur les autres, sans pouvoir avoir l'aide aussi de la hiérarchie. Ils vont très mal vivre leur travail. Je vais accélérer un peu. Il y a une enquête intéressante de Mathieu de César qui avait enquêté dans 16 entreprises qui étaient en cours de réorganisation. Alors, soit des fusions, des rachats, alors ça peut être aussi des organisations publiques. Par exemple, on va voir les conseils régionaux qui ont pas le résultat des élections, mais la région Rhône-Alpes, la région Auvergne, je ne sais pas si vous voyez en termes de réorganisation, ça va être du lourd, quoi, ça va être difficile. Donc la question qui s'est posée, c'est en comparant 16 cas d'entreprises en cours de réorganisation, dont la moitié avait plutôt des indicateurs positifs en termes d'absentéisme, enfin positifs, c'est-à-dire peu d'absentéisme, peu de turnover, etc., peu d'accidents du travail, et puis l'autre moitié qui avait au contraire beaucoup d'absentéisme, beaucoup de turnover, beaucoup d'accidents du travail. Et ce qu'il observe, c'est que les organisations où les personnes souffrent le plus sont, en interrogeant les gens et le fonctionnement de l'organisation,
sont celles où les managers sont peu présents auprès de leur équipe. Ils sont pris par des tâches de reporting, ils remplissent des tableaux Excel pour le haut de la hiérarchie. Ils alimentent tout un tas d'informations, des ERP, enfin des logiciels de l'entreprise, etc. Ils participent à des tas de réunions projets, c'est-à-dire qu'ils sont très peu dans leur bureau à côté de leur équipe, mais ils sont en réunion ici, de là, etc. Les commissions, les groupes de travail, ainsi de suite. À tel point qu'ils rencontraient beaucoup d'ouvriers ou d'employés qui disaient « mais on voudrait le voir plus souvent, notre chef, quoi. Comment dire, il nous manque au sens où on a besoin de lui pour régler un certain nombre de problèmes, pour savoir comment prendre les choses, etc. » Donc celles qui s'en sortaient mieux pour la santé des salariés, surtout dans une phase de réorganisation, c'est celle où le manager pouvait justement travailler sur cette réorganisation en discutant avec son équipe sur qu'est-ce que ça impliquait pour leur travail, qu'est-ce que ça impliquait pour le fonctionnement de l'équipe, etc. Ce qui était proposé. Et donc construire de nouvelles règles pour être adaptées à la nouvelle organisation. Alors, bon, bien sûr, la discussion dont on pense que ça doit être un des rôles de l'encadrement, favoriser ces discussions, centrer sur le travail, l'activité concrète, éviter la centration sur les personnes. Justement, quand on ne discute pas sur le travail et que... Parce que discuter, ça peut être aussi se disputer. C'est-à-dire, moi je ferais comme ci, moi je ferais comme ça, pourquoi tu fais comme ci, etc. Ça peut chauffer, mais le rôle du manager, c'est de ramener ça sur le travail et que ça ne dérive pas sur un conflit entre personnes, une accusation des personnes. Plutôt fréquente, mais pas forcément systématique, c'est plus adapté à l'arrivée d'événements ou de situations, animé par le cadre qui connaît cette activité et qui est dans l'activité, c'est-à-dire qui maîtrise un peu les choses. Ça n'empêche pas l'utilisation d'outils de gestion, sauf que c'est des outils qui ont du sens, voire même qui sont construits par les personnes. C'est intéressant aussi quand la discussion est mémorisée, qu'on fait des comptes rendus, des relevés de décision, des choses comme ça, pour créer un petit peu une mémoire, transmettre aussi au nouveau, et puis ça donne aussi le sentiment que les choses, qu'il y a un collectif effectivement qui est durable. Inscrite dans le long terme, évidemment. Alors vous allez me dire, mais il y a eu une époque où on avait les groupes d'expression directe, les cercles de qualité, etc. Vous savez que les groupes d'expression directe, c'est toujours obligatoire. Hein. La loi n'a pas été supprimée. 82, groupe d'expression directe, dans chaque organisation, service, on doit se réunir régulièrement pour discuter de l'organisation du travail, etc. Le gros défaut, évidemment, c'est que les entreprises n'ont pas joué le jeu, c'est-à-dire que ce qui pouvait être discuté dans les groupes ne remontait pas, ou les demandes qui étaient exprimées par les personnes en disant on pourrait, même si c'était intéressant pour l'organisation, on pourrait travailler mieux si on avait tel outil ou si on avait telle organisation, ça ne suivait pas. Donc c'est important aussi que dans les espaces de discussion, il y ait bien des possibilités de décision et d'action derrière. Sinon, évidemment, ça mène à rien. Bien sûr, la discussion intérieure du collectif, mais de temps en temps, le collectif il a besoin de faire valider plus largement ces demandes. Donc l'activité d'encadrement, vue sous cet angle-là, c'est bien sûr ni un contrôle excessif, ni du laisser-faire, ni laisser l'équipe, puisque je disais dans les réorganisations étudiées par DHSA, les gens ils réclamaient leur chef, ils voulaient le voir plus souvent. Bien sûr, il ne faut pas que le chef contrôle et disent sans arrêt qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, etc. Il faut qu'ils aient de l'autonomie, mais il faut qu'ils aient aussi la possibilité d'avoir le soutien du chef. Donc il y a plus un côté d'animation, médiation, facilitation de cette action collective. Le chef, son rôle aussi, c'est de cadrer le travail. Hein, si on revient au mot encadrement, encadrer, encadre, etc. Un cadre, c'est mettre des limites aussi. Par exemple, pour moi, une limite d'un cadre imposé, c'est de ne pas éviter les conflits entre personnes. Que les gens discutent du travail, sont en désaccord sur la manière de travailler, et que ce désaccord, ils vont être obligés de le justifier, donc ça va petit à petit construire peut-être des solutions intéressantes, mais éviter les conflits sur les personnes. Donc encadrer, permettre la discussion, se centrer sur les activités,
rappeler ou laisser les marges de manœuvre, rappeler aussi les contraintes, parce qu'il y a quand même des contraintes dans les activités de production, faciliter la régulation, c'est-à-dire la création de règles adaptées, des compromis, etc. Donc ce rôle de l'encadrement de proximité, évidemment, on ne lui demande pas quand même d'être psychologue, ni médecin, ni spécialiste des risques psychosociaux, ce qui est un peu la tendance de pas mal d'entreprises qui envoient tous leurs cadres se former pendant un jour ou deux aux risques psychosociaux. Bon, ça ne peut pas leur faire de mal, d'accord, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le vrai sujet, quoi. Le vrai sujet, c'est qu'ils fassent leur travail de cadre, qu'ils sachent, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est encadrer, manager, laisser de l'autonomie à son équipe tout en montrant les limites, laisser la possibilité de discuter du travail, etc. Donner un cadre de travail collectif, c'est plutôt ça. Des limites, des marges de manœuvre, et puis maintenir dans la durée aussi ce cadre. Alors, pour que les cadres puissent le faire, il faut aussi que les directions respectent le travail de l'encadrement. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de subsidiarité. La direction ne doit pas empiéter sur les activités, le rôle, les tâches du niveau hiérarchique en dessous, et ainsi de suite, quoi. Reconnaître aussi que l'expertise du travail est quand même chez ceux qui le font. Ça, la direction l'oublie souvent, d'où ce assertive management, ce management toxique. Il y a tout un discours, des règles de gestion, des outils qui sont mis en place, mais qui n'ont rien à voir en fait avec les vrais problèmes où le travail réel. Et puis institutionnaliser, c'est-à-dire valider, encourager la discussion sur le travail. Je vais arrêter là. Ok, voilà ce que je voulais vous dire sur ces collectifs de travail et de revoir un petit peu le rôle du manager pour faire en sorte que les individus qui sont dans ces collectifs soient plus à l'aise dans leur travail. On parle de confort psychologique, ça ne va pas être sans arrêt en train de reviser, de stresser, ainsi de suite. À vous la parole. Je vais trop parler. Moi, je suis assez frappé par quand vous avez dit tout ce qui était peu favorable au collectif de travail, d'avoir retrouvé plein de choses vécues, voilà. C'est quelque chose qui fait partie vraiment de notre vie professionnelle. Et en même temps, dans ce que vous mettez en avant, c'est comme s'il n'y avait pas d'autres formes d'organisation possible qu'une organisation hiérarchique. Parce que tout ce qui va à l'encontre des collectifs, de développer les collectifs de travail, c'est pas un hasard. C'est vraiment ancré dans le management à la française ou le fonctionnement des entreprises en règle générale. Donc c'est bien lié à une histoire nationale, sans doute en partie, pas uniquement, mais en partie, dans lequel le rôle hiérarchique est, à mon sens, survalorisé. Tout est mis en avant là-dedans, comme si la seule manière de pouvoir fonctionner, c'était avec des fonctionnements de type hiérarchique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de fonctionnements qui sont possibles? Parce que quand vous dites si le cadre n'est pas là, les personnes le réclament. Mais dans ce type d'organisation. Dans ce type d'organisation. Mais il y a d'autres types d'organisations possibles où les gens ne le réclameront pas parce qu'ils auront trouvé des formes de fonctionnement entre eux suffisamment efficaces pour être à la fois efficient dans le boulot et efficient sur le plan de la santé mentale, parce que ça se passera bien. Donc, alors, on a beaucoup parlé ces temps derniers des entreprises libérées. Donc, le principe d'entreprise libérée, c'est d'appliquer exactement ça, c'est-à-dire de dire le collectif lui-même a les ressources, les moyens de définir la manière de travailler, etc. Et le rôle de la hiérarchie, on peut peut-être la supprimer carrément, quoi. Bon, le problème, c'est qu'il y a des entreprises libérées en France, il y en a 2 ou 3, quoi. Donc on est obligé de faire avec, et moi j'interviens dans beaucoup d'organisations qui ne sont pas de ce type-là. Donc il faut faire avec ce qu'on a déjà et essayer de montrer. Alors, c'est possible, dans les années 80, par exemple, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont diminué très fortement le nombre de niveaux hiérarchiques. Elles n'étaient pas moins efficaces, c'était même plutôt l'inverse. Alors peut-être qu'on peut aller encore plus loin et se
se poser la question sur, il y a aussi les formules d'équipes semi-autonomes qui ont été testées dans pas mal d'organisations, et là aussi ça fonctionne très bien. Vous voyez ce que c'est l'équipe semi-autonome? C'est-à-dire quand l'équipe n'a pas de chef, pareil, elle se gère elle-même, définit la manière d'organiser le travail, etc. Alors on dit semi-autonome parce qu'elle a quand même des productions ou des objectifs à atteindre. Par exemple, pas très loin de chez nous, il y a Canson Montgolfier, je ne sais pas s'il y a eu un documentaire fait sur cette entreprise. Canson Montgolfier, vous savez, le papier à dessin, le papier à dessin, nommé, voilà. Donc ils ont basculé en équipe semi-autonome suite à une insatisfaction de la direction qui voyait qu'il y avait pas mal d'absentéisme, difficultés, etc. Puis surtout au niveau du papier, beaucoup de rebut, difficulté à faire de la qualité, il y avait qui étaient obligés de jeter par des piles de papier qui étaient mal faites, etc. Donc ils ont essayé de réfléchir à une autre forme d'organisation du travail où les gens s'impliquent plus dans leur activité, et ils ont mis en place des équipes semi-autonomes avec l'aide d'un consultant. Il a fallu former quand même un peu les ouvriers parce qu'il fallait qu'ils apprennent à faire certaines tâches qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Donc il y a eu un investissement, de la formation. Ils ont travaillé un peu sur la disposition de l'espace, des machines, des entrepôts de papier, etc. Et ils ont estimé qu'au bout d'un an, ils avaient rentabilisé cette transformation. C'est-à-dire que ça avait entraîné un coût de consultants, de formation, etc. Pendant un temps, la production aussi n'était pas aussi forte le temps que ça se mette en place. Mais très rapidement, les papiers étaient de meilleure qualité, beaucoup moins de rebut, beaucoup moins de pertes, beaucoup moins d'absentéisme. Et puis ils ont économisé le salaire des chefs aussi. Alors, ils ne les ont pas licenciés, ils les ont mis sur d'autres activités. Mais du coup, au bout d'un an, ils ont rentabilisé le truc et ça marchait bien. Et les gens, dans les équipes semi-autonomes, trouvent tout de suite plus de sens à leur travail, quoi. Alors, à l'inverse, on peut avoir un point de vue critique là-dessus aussi, y compris sur les entreprises libérées ou sur les entreprises genre Google qui vous disent vendredi, vous faites ce que vous voulez, à midi, la cantine est gratuite, il y a une salle de sport, etc. Alors, on se dit, c'est le paradis du travailleur. Ça peut être aussi l'emprise totale de l'entreprise sur le travailleur, ou l'exploitation par le travailleur lui-même. Une sorte d'auto-exploitation. Ces critiques qui sont faites aussi à l'entreprise libérée, c'est de dire, finalement, bien sûr, les gens sont intéressés par leur travail, s'impliquent beaucoup plus, vont prendre des responsabilités, vont se développer professionnellement, etc. Mais ça peut être aussi vu sous cet angle-là. Alors, c'est là où les excès sont toujours mauvais. Je pense on a des entreprises hiérarchisées, on a fait ce choix-là. En même temps, sur certains types d'activités, si vous voulez, l'entreprise libérée, c'est quand même plutôt des PME, enfin, etc. Bon, il y a des exemples. Il y a l'exemple d'un ministère en Belgique, mais en France, il y a Favi, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a quelques entreprises comme ça. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et je sais pas ce que je veux dire. Oui, donc voilà. Il y a quelques cas comme ça qui ont vraiment joué le jeu, qu'on voit dans la presse, qui ont fait des bouquins, etc. Mais bon, la grande majorité des entreprises, c'est pas ça, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a quand même ces formes où on discute facilement du travail. On les trouvera, je sais pas, dans un cabinet d'architecte ou dans un regroupement d'artisans ou dans des vraiment petites PME. Je pense qu'on a tellement le modèle de la grande entreprise en tête qu'on oublie parfois de regarder comment font les PME. Et des fois, on a des très bonnes surprises dans le mode de fonctionnement d'une PME, par exemple, créée par un artisan qui a développé son affaire, qui emploie des compagnons qui sont du même métier, etc. Ils peuvent avoir des formes de fonctionnement tout à fait démocratiques, libérées ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a un respect aussi professionnel d'une personne qui a du même métier et qui embauche des gens en leur faisant confiance aussi en fonction de leur métier aussi. Mais bon, c'est sûr que pour l'instant, on a des entreprises très hiérarchisées qui ont du mal à s'organiser autrement.
puis il y a aussi, alors, psychologiquement, il y a des gens aussi qui ne cherchent pas non plus dans le travail à se dépenser fortement, quoi. Quand on regarde les gens qui sont contents d'aller travailler, je crois que vous en avez parlé la première fois, on peut être 20%, quoi. 20-25% en général. Dans les enquêtes, c'est ce que ça donne. Qui vraiment souffrent de leur travail. Puis les autres, bon, ils vont travailler parce qu'il faut bien travailler. Et en même temps, est-ce que ça doit être un but absolu, quoi? Ça peut être bien la vie aussi dans les loisirs. Il y a des jeunes qui font vraiment le choix, quoi. Ils disent pas trop s'investir au sens psychologique, hein. S'investir dans le travail pour garder plutôt du temps pour les voyages, du temps pour les loisirs. Oui, j'aurais voulu en revenir sur ces cadres non disponibles dont vous parliez, hein, donc très peu disponibles pour manager, peu manager en fait. Hein. Moi j'ai vécu au sein d'une très grosse entreprise américaine ce changement en fait. J'ai vécu une époque où les managers étaient vraiment très disponibles, très disponibles, et c'était magnifique. Et puis après, petit à petit, il y a eu un changement. Pourquoi ce changement? On a eu deux populations. Donc, on avait les managers d'un côté et ce qu'on appelle les contributeurs individuels de l'autre. Un contributeur individuel, comme son nom l'indique, il est tout seul, il ne manage pas. Voilà. Et en fait, ces managers, on leur a mis de plus en plus sur le dos de tâches, en plus du management, de contributeurs individuels. Et le pire, c'est qu'en plus, ils étaient essentiellement évalués là-dessus. Donc, c'est ce qui les a automatiquement, même si je pense que la plupart étaient des bons managers et aimaient le faire, hein, voilà, mais il a fallu, on leur a fait comprendre, leur management en l'occurrence, leur a fait comprendre que c'était sur ces nouvelles tâches, hein, donc individuelles, où ils n'étaient plus managers, c'était là-dessus qu'ils étaient évalués. Hein. Voilà, ils sont essentiellement évalués. Vous parliez tout à l'heure de projets autres que la fonction du manager, c'était exactement ça. Donc d'autres projets, très visibles souvent, donc il y avait une recherche de la visibilité. Voilà. Oui, de ne pas aller à ces réunions projet. Absolument, et ne pas intervenir, et sous une structure internationale, avec... voilà, donc voilà je dirais un exemple d'effritement de la fonction de management dû à ces autres tâches. Qui ne sont pas corrélés avec le management. Oui, c'est ce que montrait le César. Effectivement, c'était plutôt les entreprises où on avait des tas de projets, etc., des comités, et puis le reporting aussi. Je ne sais pas si vous vivez dans vos activités. Combien de managers se plaignent de passer, je ne sais pas, 30% de leur temps à remplir des tableaux, alimenter système d'information, tout en vous disant, bon, j'arrange un peu les chiffres, puis vous allez écouter celui du N+1 qui vous dit la même chose. Moi, je collecte un peu tous ces chiffres des managers. Moi, je les arrange un peu aussi, parce qu'évidemment, ils sont évalués là-dessus. Et puis, quand vous arrivez au haut de la hiérarchie, vous avez peut-être des chiffres qui n'ont absolument aucun sens, parce que tout le monde a laissé un petit peu arrangé, quoi. Donc on arrive justement à ce asymptonisme, c'est-à-dire que les dirigeants finissent par avoir une représentation complètement déconnectée du travail réel, des problèmes réels qu'on rencontre les gens sur le travail. Oui, moi aussi j'ai travaillé dans une entreprise où les choses se sont détériorées, c'est-à-dire que ça fonctionnait bien avant et ensuite ça n'a pas fonctionné. Je me suis posé deux questions à ce sujet-là, donc je voulais avoir votre avis sur ces questions. D'une part, je me demande si ce n'est pas délibéré de casser les collectifs de travail, parce que ça peut être aussi une source de revendication. Donc j'ai eu l'impression que c'était quand même fait un peu exprès. Et puis d'autre part, je pense que l'informatique a fait du bien, parce que, effectivement, vous venez de parler du reporting. Bon, quand il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'Excel. Hein. Donc, et justement, bon, là, ce que j'ai vécu, c'est qu'à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur, on ne nous demandait pas de remplir heure par heure ce que l'on faisait dans la journée parce que c'était pas gérable. Quand il y a eu des ordinateurs et Internet, là, c'est venu. Voilà. Donc je voulais avoir votre avis sur ces deux points. Oui, non, mais c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on observe. Effectivement, c'est l'effet pervers des outils informatiques, c'est-à-dire qu'on pense que ça nous facilite le travail, mais en fait, ça crée des nouvelles possibilités
d'activité, de gestion des données, etc. Et comme vous dites, comme c'est facile de faire des calculs, on va demander aux gens de passer du temps, une partie de leur temps, donc de ne pas faire de leur travail. Je ne sais pas si vous voyez en termes de performance aussi. Si les gens passent 10-20% du temps à remplir des tableaux pour dire ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait, ils font rien quoi, pendant ce temps. Alors c'est vrai que les dirigeants des chiffres, etc., ils construisent une représentation de leur entreprise, mais pendant ce temps-là, les gens ont perdu leur temps, quoi. Ils ont été productifs. Donc c'est des évolutions. Alors le pire, c'est que dans la fonction publique, on a les mêmes évolutions, quoi. Moi je suis fonctionnaire, université, pareil, on nous met tout un tas de trucs à remplir, etc. Pendant ce temps-là, on n'est pas avec nos étudiants, quoi. On est en train de faire des recherches, et quasiment ça ne sert à rien, quoi. Ça n'est pas au pilotage. Il n'y a qu'à voir sur un plan très simple le médecin. Sur le quart d'heure qu'il passe avec vous, il en passe 5 ou 10 minutes avec son ordinateur quand il sait s'en servir. Après, il vous pèse, il vous prend sa tension, et puis il vous demande qu'est-ce que vous avez, et puis c'est terminé, il paye la consultation. Hein. Avant l'informatique, il était bien obligé de s'occuper de vous. Hein. Je modère un peu quand même, parce qu'avec son ordinateur, il a tous vos examens de sang depuis des années, à la même base, il faut faire... Non, ça peut avoir une utilité quand même. Est-ce que l'individualisation du travail de l'entreprise... Utilisez peut-être le micro. Oui, il ne marche pas. Ah. Alors, si vous voulez, je vais me déplacer. Non, ça marche. Non, ça marche pas. Vous parlez fort quand même. Excusez-moi. Je voulais dire, l'individualisation du travail dans l'entreprise, est-ce qu'il ne reflète pas tout simplement l'ambiance générale de la société, c'est-à-dire la fragmentation de la société? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est, alors, j'ai observé, vous allez me dire si je suis à côté de la plaque ou pas, dans la dynamique de groupe, des similitudes avec les groupes d'animaux, c'est-à-dire tels que les loups ou les singes. C'est-à-dire les relations croisées dans un cadre pyramidal. Je m'explique. Vous savez, chez par exemple les loups, vous avez le leader et vous avez un gradient de loups qui vont prêter, si vous voulez, allégeance au leader du groupe. Et ça va, et vous pouvez le constater même dans les entreprises, enfin moi c'est mon ressenti, la façon de rentrer dans le bureau, la façon de dire bonjour. Il y a tout un phénomène comportemental qui est semblable à celui des animaux. Oui, moi je me méfie un peu de la comparaison avec les animaux, parce qu'il y a une telle variété dans les organisations, on peut dire, sociales des animaux. Même chez les singes qui sont plus proches de nous, selon que vous regardez si c'est des chimpanzés, des orang-outans, etc., vous avez des formes d'organisation très différentes. Certains très hiérarchisés, d'autres moins, d'autres, bon, il y a une femme, plusieurs hommes, d'autres, alors sur la sexualité aussi, on trouve de tout. Donc c'est difficile de dire, comme on est effectivement animaux, est-ce qu'on reproduit une certaine structuration sociale, sachant que ces structurations sociales sont très variées. Si on regarde sur l'ensemble des civilisations de la planète, etc., humaines, on a aussi des formes d'organisation très variées. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir se dire, quand on fait les choses d'une certaine façon, avec une certaine organisation du travail, rien ne nous oblige à maintenir cette organisation. Si vous prenez plusieurs entreprises qui font les mêmes produits, vous allez vous apercevoir en regardant chacune d'entre elles qu'elles le font de manière différente. C'est-à-dire que bien qu'elles fassent le même produit, il y en a qui vont être très hiérarchisés, d'autres moins. Il y en a où les gens vont être très autonomes, très qualifiés, d'autres où on va avoir un travail très taylorisé, etc. Donc il y a une variété, une infinité presque de possibilités de s'organiser. Mais est-ce qu'il y avait une psychologie primitive
Ben, après, selon animale l'organisation, qui fait qu'on réagit d'une certaine manière et pas d'une autre. selon l'organisation mise en place, effectivement, on comprend que, par exemple, les gens qui veulent faire carrière ont intérêt à imiter, par exemple, des échelons supérieurs. Donc, selon le style qui est imprimé, il y a un auteur qui avait mis en relation les pathologies des dirigeants avec la forme d'organisation qu'ils mettent en place. En disant il y a des dirigeants un petit peu parano, donc on va avoir beaucoup de contrôle, beaucoup de surveillance, etc. Il y a des dirigeants qui sont un peu hystériques, donc on va faire beaucoup de pubs, de marketing, de soirées, de trucs, etc. Mais ça sera bien géré, et ainsi de suite, quoi. Bon, ça me paraît un peu, ça donne des idées, raccourci, et surtout dans une PME, ça peut avoir du sens, hein, quand vous avez un dirigeant, 20 personnes. Par contre, quand vous avez une grande société, le style du dirigeant, finalement, je veux dire, il compte peu, quoi. Enfin, c'est tellement dilué. Et sur l'individualisation, alors je rebondis aussi sur, je n'avais pas répondu, je crois, à la question. Oui, sur la Et première la question. personne qui est devant vous, là, effectivement, tout va contre le collectif. C'est certain. Alors, ça a été explicite dans certaines périodes. Reagan, Thatcher, etc. Clairement, c'était cassé toutes les formes syndicales trop puissantes. Hein. Et puis, dans les organisations avec le management actuel, individualisation des carrières, des salaires, ainsi de suite. Ce que j'avais évoqué peut-être trop rapidement, effectivement, on pousse plutôt les gens à s'opposer les uns aux autres ou à être en compétition qu'à créer du lien, du collectif et se battre, quoi. Sur les systèmes de salaire, on voit très bien, quoi. Si vous mettez un salaire individualisé, avec des prix variables pour chaque individu, bah, vous allez casser un petit peu la coopération entre les gens. Vous pouvez avoir un salaire avec des prix ou une part variable. Si vous le mettez en collectif, alors ça peut avoir l'effet inverse en collectif, c'est-à-dire que ça va faire une pression tellement forte sur les individus. C'est-à-dire que la prime est la même pour toute l'équipe, hein, on récompense l'équipe, etc. Au lieu de récompenser chaque individu. Mais c'est pas forcément très bon non plus parce qu'on va avoir une sorte de pression de tout groupe, quoi, sur les individus qui peut être violent pour ces individus. Donc c'est pas forcément une solution aussi, quoi. Ce qui est sûr, c'est que on peut pas. Il n'y a pas de meilleure façon de s'organiser, il n'y a pas de meilleure façon dans l'absolu de payer les gens, de système de salaire, etc. Et qu'en fonction du type d'activité, en fonction du secteur dans lequel on est, si c'est un milieu très concurrentiel ou pas, s'il y a beaucoup de règles à respecter, etc., il faut créer une organisation adaptée, ad hoc, qui sera forcément différente d'une autre, etc. Sur les techniques de management moderne, c'est sûr qu'elles ont tendance à casser le collectif. Par exemple, pousser la mobilité, tous les 2 ans, 3 ans, individualiser les salaires, l'évaluation annuelle. On ne fait pas des évaluations d'équipe. Je ne sais pas si ça se passe dans les organisations, c'est toujours des individus. Mais évaluer uniquement les individus, alors que le fonctionnement d'une organisation, c'est beaucoup de contraintes qui ne dépendent pas de l'activité de chaque individu. Par exemple, si je suis commercial et que je n'arrive pas à atteindre mon objectif de 10%, parce qu'on va remettre des objectifs tous les ans quand c'est supérieur, est-ce que je ne l'atteins pas parce que je n'ai pas bossé, ou je n'ai pas assez bossé, ou est-ce que je ne l'atteins pas parce qu'il y a un concurrent qui a sorti un meilleur produit, parce que je sais pas, le marché s'effondre, il y a de nouveaux produits qui apparaissent et ça n'intéresse plus les clients, etc. Sauf que dans l'évaluation, on va tout faire porter sur. Enfin, ça va être moi qui va être considéré comme responsable de ma non-atteinte des objectifs. Tu n'as pas assez bossé, tu n'as pas assez défoncé, etc. Alors qu'en fait, j'ai fait le maximum, c'est peut-être l'année où j'ai le plus bossé. Mais je n'ai pas atteint mes objectifs parce qu'il y a plein de choses qui ne dépendent pas du tout de moi. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour ça que j'ai développé l'idée que les contradictions de l'organisation, on les fait porter en quelque sorte aux individus, de plus en plus, avec ces systèmes de management. Donc effectivement, c'est une tendance un peu négative qu'on va
conserve depuis les années 80 pour moi. Je voulais vous demander, vous parliez des écoles de commerce qui ne formaient pas au management, ou pas bien, pas suffisamment. Pourquoi, d'après vous? Alors c'est vrai que c'est pas simple parce que ce qui est valorisé dans les écoles de management ou les écoles de commerce, en gros, c'est la finance. Ce qui va vous permettre d'obtenir des emplois bien rémunérés, quoi. Il y a le marketing aussi, finance, marketing. Donc ça, c'est les matières, si vous voulez, qui intéressent beaucoup les étudiants, et qui sont valorisées dans le commerce, etc. Se frotter au management, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut difficilement s'enseigner en cours théorique, en classe, comme ça. Alors il y a quand même des choses qui sont faites, je caricature un peu, il y a des choses qui sont faites, mais tant que les étudiants ne sont pas confrontés à une équipe qui arrête de travailler le matin parce qu'il leur a demandé quelque chose d'impossible, etc., ça n'a pas de sens. J'ai enseigné la psycho, les sciences humaines, etc., dans les écoles de management, les écoles d'ingénieurs. Quand c'est des jeunes, 20-23 ans, ça n'a pas de sens. Quand j'enseigne la même chose à des gens de 40 ans qui viennent faire une formation continue, alors là, ils me donnent plein d'exemples et tout, le moindre mot, ça les fait discuter comme les autres. Et j'arrive pas à finir mon programme de cours. Donc il y a ça aussi, c'est l'expérience. À travers leur stage en tant que stagiaire, ils peuvent. Alors il y a des choses, par exemple à l'INSA de Lyon, là, il y a un département qui s'appelle génie productique. Donc génie productique, c'est tout ce qui concerne la production, la gestion de production, etc. Donc c'est des ingénieurs vraiment spécialistes de la gestion de production. Et alors là, c'était très dépendant du directeur de ce département, qui avait décidé de faire en sorte que ces ingénieurs aient aussi une formation aux sciences humaines, psychologie, sociologie des organisations, etc. Et donc ils exigeaient, ils ont un gros stage en 4e année, ils exigeaient deux rapports. Un rapport technique, sur l'ingénierie, etc., sur la production, et un rapport humain, où l'étudiant devait examiner toutes les conséquences humaines de son projet technique, et de comment il avait aussi conduit son projet, comment il avait impliqué les personnes, les salariés, etc. Là, c'était très intéressant. Par exemple, je me souviens d'un cas, j'étais dans le jury d'un étudiant chez Cronenbourg. Ah, mais je m'en ai déjà parlé. Oui. Je radote. On n'était pas là. Ah, d'accord. Ben, très rapidement, donc, gestion des fûts de bière qui reviennent pour les nettoyer, etc. On met en place un système de traçabilité. Et évidemment, immédiatement, la traçabilité des fûts, c'était aussi la traçabilité des salariés et des ouvriers qui bossaient dessus. Et donc, il avait fait tout un travail là-dessus pour essayer de faire comprendre aux ouvriers que l'objectif, c'était pas les surveiller ou voir à quelle heure ils avaient pris leur pause pipi, même si techniquement, c'était possible de le savoir. Donc, il y a Grenoble aussi, l'école polytechnique de Grenoble, qui a une bonne formation sociaux des organisations, psychosociaux, etc. Dans les écoles de management, je trouve que c'est un peu trop développement personnel. C'est-à-dire qu'en fait, on renforce le côté individualiste ou le développement de l'individu, on ne renforce pas le collectif. Bon, ils ont une expérience parce qu'ils encouragent les bureaux des sports, enfin, il y a tout un tas d'activités qui parfois même remplacent les cours. Ceux qui font le petit paumé, vous voyez ce que c'est le petit paumé? Le petit paumé. Ah oui. Donc c'est une petite équipe d'étudiants de l'école de management qui pendant un an vont chercher, alors font les restaurants, d'accord, mais surtout vont chercher de l'argent pour le financer puisqu'il est distribué gratuitement. Donc effectivement, ils montent une sorte de mini-entreprise pendant un an. Donc là, effectivement, ça remplace des cours. Il faut reconnaître, c'est une expérience très forte, ce petit donné. Mais en même temps, il n'y a pas d'accompagnement, par exemple, pour les faire travailler sur l'équipe, le collectif, comment ça fonctionne, etc. On va valider l'expérience. Moi, je pense que l'expérience ne vaut rien tant qu'on n'a pas réfléchi, quoi. On peut vivre des tas de trucs, si on ne se pose pas de questions, si on n'est pas en lien, on ne s'interroge pas. Les stages, oui, mais bon, ça dépend des stages, ça dépend si ils ont l'occasion de travailler un peu sur ces difficultés. Donc il y a ce genre de choses. Il y a d'autres choses. Oui. Vous parliez de la formation. Est-ce que vous avez des exemples de formations qui ont été faites par des étudiants qui n'ont pas eu la possibilité de faire
À une époque, il existait une expérience qui était le service militaire, avec 1 an ou 15 mois. On pouvait tout voir. Aussi bien un mini-commandement si vous étiez brigadier avec une chambrée, ou à l'inverse, si vous voulez subir des hiérarchiques, des petits chefs vraiment embêtants. C'était une expérience qui manque. Oui, mais je pense qu'il y a d'autres formes sociales qui peuvent jouer. Par exemple, il y a pas mal de jeunes qui animent des clubs sportifs, par exemple, et qui doivent diriger une équipe, je crois, de jeunes qui forment. Le service militaire, tout le monde passait. Ou d'apprendre l'arbitrage. J'ai un enfant qui fait du basket, là, il a 14 ans, et il va se former à l'arbitrage. Je trouve ça super. Parce que l'arbitrer, c'est quand même, pour moi, c'est un rôle aussi de médiation, etc. Je pense que le sport, il y a d'autres expériences. Ils sont individuels. Ils sont des choix personnels. Alors que oui, mais... le service militaire, tout le monde passe. Ok, mais comme les choses vont, peut-être on commence à parler de leur restaurer. Je serais content, je pense. Non, mais ça permet d'uniformiser notre jeunesse, monsieur. Ça permet, et on en a vraiment besoin aujourd'hui, très honnêtement. Vu les... comment dire, la distorsion qu'il peut y avoir entre plusieurs groupes, je pense que le service militaire apporte une solution de cohésion et de formatage de la jeunesse. Dans l'armée, moi je travaille beaucoup avec les pompiers et la police. On distingue le commandement et le management. Par exemple, je connais moins l'armée, mais par exemple les sapeurs-pompiers, quand ils sont en intervention, ils ont un incendie à éteindre, etc., ils sont en situation de commandement. Donc le chef, l'officier qui va intervenir, va donner des ordres pour que le travail puisse se faire, qu'on éteigne le feu, etc. Et en fait, tous les officiers de pompiers vous dire que le commandement, c'est facile. Ils apprennent même à l'école d'officiers ce qu'ils appellent un cadre d'ordre. Une manière, avec le système mnémotechnique, une manière de donner des ordres. Et dans le contexte, des informations, ce qu'on attend de vous, le rôle de chacun, une manière de donner des ordres, qui fait qu'en intervention, bon, ça pose pas de problème. Ça s'apprend à commander, et on peut, en intervention, se faire obéir sans difficulté. Mais tous les sapeurs-pompiers vont dire, ça va, le commandement, ça va. Mais quand on revient à la caserne, qu'il faut nettoyer un camion, qui va faire ça? Qu'il faut définir les tours de garde, qui va prendre la garde entre Noël et le jour de l'an, jour de Noël, jour de l'an, etc. Qui, je sais pas, doit gérer le matériel, etc. Et ils disent, là, c'est pas du commandement, c'est du management. Il faut arriver à faire travailler ensemble les gens, répartir les rôles de manière équitable, négocier, faire des médiations, etc. Et là, ils disent, ça, on ne peut pas l'apprendre à l'école. Il faut le vivre, il faut expérimenter, il faut réfléchir dessus, voir ce qui marche pas, etc. Parce que j'aurais peur que le modèle militaire soit le modèle des entreprises. Ah non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas compris. Excusez-moi, si je fais référence au service militaire, c'est beaucoup suite aux derniers événements qu'on a vécus. D'accord? Et à mon avis, mais je peux me tromper, et puis on est là pour discuter de chacun apporte son truc au moulin. Je pense que une certaine partie de notre jeunesse se sent en dehors de la société française. Pour X raisons, qui seraient très compliquées à énumérer ici, mais le service militaire apporterait probablement, j'en suis pas sûr, mais probablement, une certaine cohésion de cette jeunesse. Voilà. Et puis, excusez-moi, il y a un brassage social, ethnique, qui se faisait au service national et qui ne se fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun est dans un clan, chacun est dans sa tribu. Et ça peut être dangereux à moyen terme. Moi, je vous répondais en revenant sur le thème de la soirée, c'est-à-dire le management, est-ce que le management militaire peut être un modèle? Je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre dans le management militaire. Je sors un peu du débat que vous introduisez. Il y a des bonnes choses à prendre, il y a des idées, tout simplement parce qu'il faut que ça marche. Quand on est à l'armée, qu'on est en intervention, etc., il faut que ça marche.
Par exemple, des collègues sociologues de Grenoble qui avaient embarqué pendant plusieurs mois sur un vaisseau de la marine, en observant comment fonctionnait l'organisation qu'il y avait dans le vaisseau. Et ils avaient constaté qu'il y avait une sorte de... Il y avait un peu deux niveaux de fonctionnement. Il y avait le niveau strictement militaire, avec tout un tas de règles, etc. Et quand il y avait un conflit, par exemple, entre deux personnes, des choses comme ça, ils voyaient apparaître un autre niveau de fonctionnement. C'est-à-dire que les gradés essayaient d'arranger un petit peu les choses, de faire des médiations, etc. Et quand on arrivait au niveau militaire, c'est qu'on n'avait pas réussi à gérer un petit peu la situation, quoi. Et c'était très intéressant parce qu'on voyait justement deux modes de management, quoi, le système un peu hiérarchique militaire, avec des règles assez précises, etc. Et puis au quotidien, un autre mode de management avec beaucoup plus de proximité quand même entre les officiers, leurs subordonnés, avec des discussions beaucoup plus ouvertes, des choses qu'on peut se dire, des problèmes qu'on va essayer de régler ensemble sans en référer ou faire des procès-verbaux, des trucs comme ça. C'est très intéressant de voir à quel point le recours à l'organisation militaire officielle, c'était plutôt le dernier recours. Si on n'a pas réussi à gérer, à faire fonctionner, et donc on voit qu'il y a d'autres modes aussi de management qui pourraient être intéressants, même si je pense sincèrement qu'il y a des idées à prendre dans les organisations militaires. Puis la motivation dépend des clés de chacun. Chaque individu a une clé pour sa motivation. Il faut juste trouver la bonne clé pour la bonne série. Je ne sais pas quel exemple vous donnez, mais dans le principe, c'est ça, à mon avis. Alors, moi j'essaie de raisonner en disant de quoi la plupart des individus ont besoin pour être bien dans leur travail. Après, effectivement, il va y avoir des variations individuelles, des intérêts variables. Nous, on parle d'ancrage, d'ancrage de carrière. Il y a des gens qui vont travailler pour gagner de l'argent. Oui, par exemple. Un ancrage. Il y en a qui vont travailler pour apprendre, pour se développer, pour apprendre de nouvelles choses, pour être de plus en plus forts, experts dans leur domaine, etc. Il y en a qui vont travailler pour rencontrer d'autres personnes, pour être insérés socialement, pour échanger, pour pas être tout seul. Ça évoluera au fil de l'âge. Oui, tout à fait. Il y a des phases dans la vie, des étapes de la vie, effectivement. Bon, en même temps, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas quand même demander au manager d'être un psycho, un socio, d'avoir tous les rôles. Moi, mon idée, c'est plutôt de dire, revenons sur les fondamentaux. Qu'est-ce qu'attend une équipe? Quel est le rôle de quelqu'un qui encadre une équipe? Qu'est-ce qu'il doit donner comme limite, mais aussi qu'est-ce qu'il doit permettre de laisser comme marge de manœuvre pour que les gens se sentent bien. Comment, quand on parle de soutien social, c'est un terme un peu vague, il y a soutien émotionnel, soutien informationnel, il y a plusieurs formes de soutien. On attend quand même d'un chef un soutien au moins technique, d'information, etc., pas forcément un soutien émotionnel. Donc c'est plutôt revenir un peu sur ces fondamentaux, qu'est-ce que c'est qu'encadrer, qu'est-ce que c'est que de manager une équipe, sans forcément être un spécialiste, RPS, etc. Ils sont déjà bien chargés, les managers, il ne faut pas trop les charger encore. Vous avez bien compris que je ne veux pas culpabiliser, et ce n'est pas forcément le manager la source de tous les maux. Mais par eux, peut-être, si ils arrivent à faire des choses, des pistes d'action intéressantes. Bon, je pense qu'il faut peut-être arrêter. Merci beaucoup.